Un entretien, c'est une opportunité de créer une rencontre, d'ajouter une personne dans ton réseau. Peut-être vous vous apporterez mutuellement plus tard, que ce soit RH ou manager d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que la personne se souvienne de toi. Il faut avoir eu de l'échange en fait pour ça, se mettre en avant. C'est pas simple, mais faut pas hésiter. Quand t'as un bon feeling, c'est rare que la personne en face, elle se dise totalement l'inverse. Je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre à faire confiance à sa RH. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui incarne une vision libre et moderne des ressources humaines. Elle a travaillé dans la musique, le design et aujourd'hui dans la beauté pour un grand groupe du secteur du luxe. Bonjour Sophie, bienvenue dans le Prisme du luxe. Bonjour Solange, merci de me recevoir. Je suis assez contente qu'on se rejoigne aujourd'hui pour passer ce moment ensemble. Moi aussi, ça me fait très plaisir, d'autant plus que je me dis que les RH dans le secteur du luxe, c'est quand même, tu vois, un savant mélange de l'aura très énigmatique du luxe avec les coulisses de l'organisation d'une entreprise. Donc tout ça est encore plus mystérieux que le luxe en général. On va pouvoir se plonger un peu dans ton parcours, dans ta vision de ce secteur, dans tous les métiers que tu as exercés, parce qu'en fait, tu as été RH, mais dans plein de secteurs différents, tu es passé par toutes les industries créatives. Donc c'est hyper intéressant aussi pour cette raison. Ce que je te propose, c'est que pour entrer dans ton parcours professionnel, on commence par l'exercice du pitch. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Oui, je vois. J'en ai pas fait 36. Enfin, j'en fais pas tous les matins. Ouais. Mais je vois très bien ce que c'est. Ok. Et là, en fait, tu vas le faire en 2 fois. Okay. Donc, un premier pitch pour t'adresser à des étudiants. En fait, c'est imaginons que tu donnes une conférence et qu'à la fin, un étudiant te dise, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment compris ce que c'est que le métier de RH. Qu'est-ce que tu lui dirais de ton métier aujourd'hui ? Ok. Alors, le métier de responsable ressources humaines, qui peut être appelé de différentes façons et qui peut couvrir plusieurs réalités, on va souvent le retrouver labellisé en tant que RRH, responsable RH, HRBP. Ça va être HRBP. HRBP. Human Business Partner. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la version anglophone, mais qui derrière ça, en fait, ce qui est souhaité, c'est de davantage positionner le RRH comme un partenaire stratégique, à la fois des managers et des organisations, ce qu'il est par essence, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a un positionnement qui est assez mystérieux et stratégique à la fois, c'est vrai. Alors, le RRH, de manière très concrète, le métier peut avoir plusieurs réalités en fonction de la taille et de la structure de l'entreprise. Un RRH peut toucher à des missions très variées, allant du recrutement, à la formation, au développement de carrière, à la gestion des relations sociales, des partenaires sociaux, tout ce qui est CSE, ça parle souvent un petit peu plus peut-être aux étudiants. Également sur des volets gestion de conflits, parce que oui, ça arrive également en entreprise. C'est vraiment le chef d'orchestre entre j'accompagne un collaborateur de son entrée dans l'organisation, recrutement, formation, développement de ses compétences, de sorte à ce qu'il se sente bien dans l'organisation et qu'il puisse lui se développer en tant que personne, qu'individu et dans sa carrière professionnelle. Et également le partenaire stratégique de la direction, puisque l'objectif du RRH, c'est de venir déployer la stratégie au niveau de l'organisation et d'être le relais de cette stratégie sur le terrain. Ok, c'est super clair. Donc, tu as commencé à faire un peu le deuxième pitch qui est celui d'expliquer... Non, mais c'est pas grave du tout, c'est génial. Qui est d'expliquer ton métier à un comité de direction. Si quelqu'un du même niveau hiérarchique que toi te demande ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Et là, l'objectif, c'est de donner un peu de mots, de vocabulaire stratégique, un peu plus de jargon à des jeunes talents qui aimeraient avoir une posture plus professionnelle quand ils parlent d'un métier. Le RRH ou HR Business Partner, c'est le relais de l'organisation et de la direction sur les déploiements stratégiques sur le volet humain de la stratégie en fait de l'organisation. Donc son objectif, ça va être de venir sentir et d'être au cœur de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir faire des remontées aussi au niveau de la direction et de s'assurer que les besoins humains et individuels soient alignés aux besoins de l'organisation au niveau de la performance, du développement des talents et de pouvoir en fait sentir les choses afin de pouvoir par exemple accompagner le changement, avoir les bonnes compétences au bon endroit, pouvoir anticiper également les parcours carrière, les compétences de demain. Donc ça va vraiment être
c'est un double positionnement entre le partenaire stratégique de la direction et le relais de confiance et l'oreille attentive des collaborateurs et notamment des managers, parce qu'en fait, c'est aussi eux, ensuite, le relais de tout ce qui est ligne et stratégie de l'organisation. Mais je me dis, en tant que manager, si un manager a une problématique avec quelqu'un de son équipe, qu'il en parle, quelque part, il y a une notion de désaveu presque, j'ai pas réussi cette partie-là de mon job. Si j'en parle à ma RH, du coup, je vais être mal notée. Ça va montrer que je suis pas assez bon sur cet aspect-là de mon métier. Donc, peut-être qu'ils auront peur aussi d'en parler, d'aller chercher de l'aide à cause de ça. Honnêtement, là, tu vois, en t'écoutant poser la question, je me projetais là, spontanément, dans mes souvenirs, j'ai peut-être pas jamais, mais en tout cas rarement eu ce sentiment-là. Bien évidemment que en fait, tu as plusieurs typologies de managers. Tu as des managers qui vont tout de suite appeler la RH. Ok, en fait, je me back up. Il se passe ça, je suis pas sûre de moi. Est-ce que tu penses que ça, c'est la bonne stratégie? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, pas externaliser un peu la responsabilité, l'autorité, voilà. Il y a de ça. Valide comme ça. C'est pas forcément un problème de courage managérial, mais en fait, tu as plusieurs typologies. Tu as des managers qui vont vraiment avoir besoin de se back-upper parce que ils ont quelque part raison. On est sur quand même quelque chose, parfois RH, c'est assez touchy. On est sur de l'humain. On est sur un cadre légal aussi. Donc, il faut faire attention. Et donc, c'est pas forcément une mauvaise réaction. T'en as certains, évidemment, comme tu le dis, qui naturellement vont plus avoir tendance à essayer de gérer ça en back-office, ça reste au sein du service, ça reste entre nous, voire même, et ça se voit beaucoup, qui vont tenter, et pareil, c'est pas forcément une mauvaise approche, encore une fois, ça va dépendre de la teneur du sujet. Oui. Je dis pas qu'un cas d'harcèlement, ça se règle en chambre, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais qui vont avoir plutôt tendance à essayer de gérer ça en chambre, dans leur service, et voire même de manière plus informelle, qui vont avoir tendance à penser je vais me faire un déjeuner avec cette personne, on va en discuter d'humain à humain, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise stratégie. Encore une fois, ça va dépendre du sujet. Donc ça va dépendre. J'ai rarement eu le sentiment, sincèrement, que pour les managers, il y avait une forme de désaveu à dire j'ai un sujet dans mon équipe, parce qu'en fait, alors oui, quand il y a un sujet sur un manager collaborateur, moi pareil, je considère que tout ce qui est problème humain, c'est de l'interpersonnel. Voilà, t'es a priori deux dans la situation, chacun a plus ou moins sa part de responsabilité. Bon, après, c'est pas facile d'être manager. On est tous là avec notre bagage émotionnel, notre passé, notre carrière, notre personnalité. On a en face une organisation, on a en face de nous un collaborateur qui, lui, a ses aspirations. Des fois, on a un volet perso dont on n'a souvent pas connaissance non plus, qui peut être assez chargé. Donc, c'est pas simple. Et c'est pour ça que moi, du coup, pour répondre de manière plus synthétique à la question, j'ai plutôt l'impression que moi, on s'est plutôt appuyé sur moi et sur justement ce côté qu'est-ce que tu me conseilles. Moi, j'ai à de multiples reprises fait des points avec des managers en amont de points avec le collaborateur pour justement en fait les mettre dans les bonnes conditions pour avoir cet échange au bon niveau. Parce que souvent en fait t'as qu'une chance en fait quelque part sur des situations un peu tendues que ça se passe bien. Ce moment-là va beaucoup compter. Et ça peut désamorcer aussi l'aspect très émotionnel d'un conflit interpersonnel. D'en parler avec toi en amont. Exactement, et ça leur donne... ils se sentent soutenus, en fait. Ça les accompagne davantage dans l'échange. Puis souvent, ce que je leur dis, moi, j'ai pas la science infuse. En fait, on est là... moi, je leur dis, si tu veux, on se fait un point ensemble. Et en fait, on brainstorm. Ça peut aider. Souvent, en fait, moi, je pousse assez, en fait, à ces échanges-là parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ouais, et en t'écoutant parler, ce que je me dis, c'est que, en fait, ce métier, il demande quand même une sacrée maturité professionnelle, maturité émotionnelle, un peu des deux, parce qu'il faut gérer des conflits, il faut être aussi un bon professionnel pour vérifier le cadre légal de ce qui est en train de se passer. Enfin, tout ça, pour moi, relève d'une certaine sensibilité et maturité. Alors, comment on fait
quand on commence dans les RH, qu'on est stagiaire RH, que c'est un peu les débuts, qu'est-ce qu'on accorde comme responsabilité à des stagiaires ou des alternants RH? Parce que tu as commencé quelque part. Oui. Donc toi, voilà, donc je t'invite à nous raconter ta première expérience, que tu nous expliques un peu ce qu'on t'a donné comme responsabilité, ce que tu pouvais faire ou pas. Si tu te souviens aussi d'un moment, où tu as eu, besoin de solliciter un de tes managers, sur quelle situation, c'était? S'il y a eu une situation marquante où là, tu as senti que tu avais pas encore la compétence et la maturité pour gérer ça toute seule. Ouais. Alors c'est marrant parce que moi du coup, j'ai commencé, dans les ressources humaines, c'était mon premier entre guillemets «long stage» et tous mes longs stages, donc j'en ai eu 3, je les ai faits uniquement dans l'industrie du luxe et mais sur des sujets divers et variés. Hem, Ça va dépendre parce qu'en fait, quand tu es stagiaire, déjà ça va dépendre à quel poste. C'est pas du tout pareil d'être, stagiaire RH généraliste que d'être, stagiaire recrutement ou sur, tu vois, ce qu'on va appeler tout ce qui est responsabilité sociale, où on va être davantage sur du KPI, et cetera. Donc j'ai Est-ce vécu que des réalités très différentes. Pardon, est-ce que tu peux expliquer, rapidement la différence entre ces 3 postes-là? Ou bien est-ce que toi, tu avais eu ces 3 postes-là dans tes 3 stages? Si tu peux juste donner, dans les grandes lignes, la distinction entre les 3. Ouais, bien sûr. Alors moi, sur mes 3 stages, donc j'ai eu, que je ne dise pas de bêtises, mon premier c'était, responsabilité, sociale justement. Donc là, j'avais vraiment travaillé à l'époque main dans la main avec, la manager qui m'avait recrutée, où en fait on était, l'objectif en fait, c'était de venir analyser les chiffres au sens large de l'enquête, d'opinion salariale qui avait été OK. menée l'année précédente. En fait, tu as une année où, l'enquête salariale est menée et tu as une année d'analyse, restitution des résultats et déploiement, workshop, et cetera. OK. Là, on avait vraiment travaillé confiance, main dans la main, on était un binôme. On était sur du chiffre, pas forcément de connexion avec ligne managériale ou collaborateur. J'étais vraiment sur une fonction enfin pas d'expertise, mais Même à la lecture de cette étude, il y a pas de revue avec certaines tout est anonymisé, en fait? c'est anonymisé. En tout cas, moi, à mon niveau, on se déplaçait, parce que du coup, j'étais dans un autre grand groupe, du luxe et on se déplaçait, sur tous les territoires en Europe. J'étais allée au UK, à Londres, à Milan et cetera et en OK. fait, on présentait les chiffres, au niveau de la communauté RH. Waouh! Voilà, oui, non, c'était génial, une super expérience. C'est pour ça que j'ai continué. Honnêtement, très, très belle première expérience, Génial. dans l'industrie. Donc j'avais adoré, mais pour le coup, du coup, j'étais pas, on était vraiment sur quelque chose entre guillemets d'assez niche. Oui. J'étais pas sur un poste généraliste. Ensuite, par contre, moi, mon objectif, en fait, quand j'étais, encore étudiante, quand j'ai mis un pied dans la RH, c'était de découvrir le plus de choses possible. Donc ensuite, je suis partie dans quelque chose qui n'avait pas rien à voir, mais bon, un autre pan des ressources humaines, recrutement. J'étais 100 dédiée recrutement pour le siège d'une maison, du même groupe de luxe, où, là, j'avais eu énormément, d'autonomie pour des raisons, conjoncturelles, contextuelles. Je me suis retrouvée, en fait, un peu sans bagage, puisque c'était ma première expérience en recrutement, très peu d'expérience, même au niveau, finalement, de mon background académique, heu, sur le volet des RH, même de manière globale à ce moment-là, hein, Mais parce tu avais pas d quand tu dis, «J'ai été très autonome», tu étais livrée à toi-même parce que tu avais pas de manager à ce moment-là? Et donc tu as eu beaucoup plus de responsabilités? j'avais eu beaucoup plus de responsabilités parce qu'effectivement, la personne qui m'avait recrutée, pour des raisons qui lui étaient personnelles, on s'est quasiment croisés. OK. Ce qui a été une très belle, alors c'était pas rigolo sur le moment du Mmh. tout, mais ça a été une très belle opportunité pour moi, en Tu l'as termes de saisi? développement. Ça a changé beaucoup de choses, en fait, à ce moment-là pour moi, dans ces 6 mois de stage que j'ai pu avoir. Hem Et c'est pour ça, des fois, je me dis: «Bon», tu as l'impression qu'il y a un événement un peu négatif qui te tombe dessus, parce que sur le coup, c'était un peu, Mmh. «OK, comment je vais faire?» et en fait, c'était génial et du coup, je m'étais retrouvée effectivement, ah bah, quand c'est comme ça, tu vas voir tes pairs. J'allais voir mes pairs dans les autres services. «Est-ce que tu peux faire des entretiens avec moi? Est-ce que je peux te regarder faire des entretiens?» Les premières fois, j'avais une trame que je connaissais par cœur, évidemment. Puis en fait, t'en fais un, 2, 3. En fait, quand tu passes ta journée à faire ça, tu montes très vite en compétences. Après attention, je recrutais du coup, sur, la population, plutôt, stagiaire, Mmh. alternant, à la limite premier CDI. OK. Bien évidemment que j'étais pas, Sur des postes ultra seniors. non. Mais en fait, tu as osé, tu as eu l'humilité de te dire: «Bon, en fait, moi, je suis» parce que souvent en entretien, moi, j'entends, des jeunes stagiaires qui disent: «Je suis hyper curieux». Mais je pense que dans la curiosité, il y a aussi une posture d'humilité qui fait que,
pour assouvir ce besoin de cette curiosité, il faut avoir l'humilité de se dire je ne sais pas. Et donc, je vais aller demander de l'aide, je vais aller écouter, suivre les personnes qui, elles, ont cette expertise. Et donc, c'est ce que tu as osé faire parce qu'en fait, c'est quand même pas facile dans des maisons et qui font rêver, qui ont un grand nom, des personnalités aussi qui peuvent être un Mmh. petit peu imposantes ou Oui. impressionnantes, d'aller dire coucou, toc, toc, toc. Enfin, comment tu fais pour aller dans le bureau de quelqu'un en lui disant en fait, là, je suis un petit peu en galère et j'ai besoin d'une trame parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT avant. Non, Donc, non j'aime beaucoup ta question parce qu'en fait, effectivement, moi quand tu me poses cette question, parce que j'ai envie de recommander, moi ça m'a beaucoup servi, c'est justement quand tu es stagiaire, on part du principe, tu n'es pas là pour savoir, tu es là pour apprendre. Donc en fait, c'est le moment de ta carrière où tu es, je pense, le plus légitime et le plus à l'aise pour justement être dans cette posture-là. Ce qui devient plus compliqué quand tu avances dans ta carrière, puisque tu peux te dire, ou tes interlocuteurs en face vont pouvoir se dire, bah, elle devrait savoir, il devrait savoir. Là où en fait, bah non, non, moi on m'a jamais appris, moi je suis là pour apprendre. En tout cas, moi je me mettais dans cette posture-là. Par contre, bien évidemment qu'il faut contrebalancer, bah, avec de la curiosité, avec de l'envie. Je faisais ça bien, j'étais pas, intrusive, mais par contre pour moi c'était un indispensable. Surtout qu'en plus, j'étais face à quand même c'était de l'enjeu pour les personnes qui étaient en face de moi. oui. Ce qui était aidant, c'est qu'elles avaient pas forcément conscience qu'entre guillemets «j'étais débutante» moi aussi. Oui, parce que toi, tu as une signature J'ai une qui dit signature, c'était pas connu que assistante j'étais ça RH. exactement, c'était pas connu, elles savaient Mmh. pas que j'en étais, à mes tout premiers, donc ça aide aussi. Ouais. Peut-être pour, Elle avoir est aussi la légitimité, ça m'aidait d'être un peu undercover, voilà. Mais en même temps, j'avais conscience que ce que je faisais, ça avait de l'enjeu pour la personne en face parce qu'en fait, mon tampon, bah, tu as le stage où tu l'as pas. J'étais quand même par contre décisionnaire de ces choses-là, avec le manager, mais j'avais eu un vrai positionnement. Waouh! Parce que j'étais la seule référente RH, il y avait pas quelqu'un qui repassait derrière moi sur le volet RH. C'était avec les managers et cetera et ça s'était extrêmement bien passé. Enfin, j'ai pas souvenir de louper, de choses comme ça, mais je me mettais une énorme pression. Je me surpréparais pour chaque, entretien et ce que tu disais est vrai par rapport aux personnes qui sont dans la maison. Donc oui, tu as plus ou moins des personnalités assez, marquées, mais ce qui est vrai aussi chez les candidats. Moi, je me suis déjà fait, surprendre et décontenancer, plusieurs fois, Par des candidats qui étaient un bien petit sûr. peu, présomptueux ou Oui, qui ça oui, bien sûr, oui, oui. OK. J'ai des Alors souvenirs comment tu as marquants. fait pour réagir? Parce que justement, tu es un peu dans tes baskets de stagiaire et à la fois, la personne en face de toi, encore une fois, ne le sait pas. Comment tu réagis dans ces situations-là? C'est fake it until you make it Ah oui, et ah oui, tu solide sur tes oui, appuis? oui, ah oui, non, moi Top. honnêtement, non, ça ne sourcille pas. Ouais. Mais par contre, ça m'a assez surprise pour me marquer, tu vois? J'ai encore souvenir de situations, et j'avais ce que j'avais ressenti aussi à l'époque, mais là on dérive un peu du sujet, c'est aussi le côté, jeune femme, Mmh. tu vois? Mais encore une fois, c'était, minoritaire. Oui. Globalement, ça se passait, extrêmement bien. Mais du coup, j'imagine que dans cette situation-là, tu as su bien la gérer aussi parce que tu étais ultra préparée, parce que tu avais fait, tes petits textes, que tu avais demandé de l'aide, que, J'avais tu demandé du t'étais feedback, voilà, mmh. que tu t'es entraînée, que tu as observé d'autres personnes, que d'autres personnes t'ont observé en train de répéter, un peu comme au théâtre et que c'est comme ça que tu as pu réagir, je pense que ça, c'est hyper important, dans ce que tu dis Mmh, et quand tu parlais du fait que tu avais une signature de mail mmh, classique et que personne ne pouvait savoir que tu étais stagiaire, moi, j'ai souvenir d'avoir travaillé dans une maison, ouais. où les adresses email, comportaient le mot stagiaire. Ah sympa. Ouais. Donc on était vraiment fichés et Ouais, donc aucune légitimité en non. fait, quand on avait des requêtes auprès de d'autres départements, quand on travaillait avec des prestataires, voilà, quelconques, enfin, bah, en fait, on était le stagiaire ou la stagiaire Bon, on rentre dans d'autres choses, des fois il y a des très bonnes raisons même, de protection. sécurité, voilà, il peut avoir plein de bonnes OK. raisons, mais là où je te rejoins, c'est qu'en fait, ça n'aide pas un stagiaire à faire monter en compétences parce Mmh. que souvent, les interlocuteurs en face, surtout quand tu demandes quelque chose de très urgent et cetera, bah, souvent malheureusement, on va avoir tendance à moins être réactif, si on sait que tu es le ou la stagiaire, ça arrive évidemment. Mmh Mais bon, mh. encore une fois, je pense que c'est à la marge, mais c'est sûr qu'il y a vraiment une notion de, hem, faut se préparer, il faut mettre, toutes les chances, de son côté, mais c'est comme tout en fait, tu disais tout à l'heure, bah, oui, il faut avoir une maturité, dans les RH et cetera. Alors oui, je pense qu'il y a un côté aussi personnalité, Mmh. mais il y a aussi, les bons réflexes et les bons réflexes, bah, tu les apprends en fait en faisant.
Et des fois, tu as des loupés, et après, ça devient des réflexes et tu apprends. Et c'est ce que je te disais, donc sur le recrutement, en fait, oui, c'est un stage de 6 mois, mais en fait, quand on fait toute la journée, bah franchement, je pense qu'au bout d'un mois, j'étais déjà pas trop mal. Ouais. Sincèrement. Donc, il faut oser, en fait. Ouais, Il faut oser. oser Faut oser, ouais. et prendre le costume qu'on vous donne, en fait, dans le stage, quoi. Il faut l'incarner. Mais ça marche quand on te donne le costume. C'est vrai que moi, on m'avait donné les clés, on m'avait donné tout ce qu'il faut. J'avais été mise dans de très bonnes, paradoxalement, dans de très bonnes conditions pour moi, me dire en fait, bah t'as pas le choix, il y a que toi. Visiblement, on te fait confiance. Fais-toi confiance, prépare-toi. Mais tu vas y arriver et j'avais adoré. Et t'as tenu la boutique. Et j'ai tenu la boutique. T'as tenu la boutique, en fait. Ouais. Et après, donc là, tu as eu ces 3 stages RH dans le secteur du luxe. Ton premier job, il était aussi dans le secteur du luxe, ton premier emploi, Oui. avant que tu passes dans la musique. Oui. Parce qu'après, tu es passé dans l'univers de la musique. Alors, non, mais c'est pas du tout. Enfin, il n'y a rien d'incohérent, parce qu'en fait, c'est les industries créatives et j'imagine ce pourquoi tu as aussi fait ce choix-là. Mais pourquoi être parti dans la musique en particulier? Une rencontre. Une rencontre, en fait, moi, ce qui a toujours drivé mon parcours, et notamment, en fait, ce qui est chouette dans ce que j'aime dans le fait d'être fonction support, c'est que tu as cette agilité-là. Tu peux travailler dans énormément d'industries. Donc moi, j'ai toujours plutôt privilégié les rencontres, l'humain et le poste. Donc, globalement, moi, c'est plutôt ça mes drivers. Et finalement, je sais pas si c'est du hasard ou quelque part un truc aussi, tu vois, enfin pas de la manifestation, mais t'attires un peu ce qui te ressemble, etc. Effectivement, au final, c'était que des industries, quand tu regardes, je n'ai fait que des industries créatives. Mais c'était pas un choix conscient. Mais par contre, c'était vraiment une histoire de rencontre. Moi, il se trouve que l'une des DRH que j'ai croisées, justement, dans le fameux stage dont on parlait juste avant, donc j'ai travaillé la moitié à peu près du stage avec elle, mais j'avais vraiment beaucoup aimé la personne, j'avais beaucoup d'admiration. Donc je l'avais contactée parce que je voulais changer suite à mon premier job, mon premier CDI. Et donc on avait échangé, elle m'avait dit: «Mais écoute, je connais quelqu'un de super qui recherche une RRH pour, une chargée de RH». J'ai commencé chargée de RH chez Warner, qui recherchait une chargée de RH. Écoute, je la contacte, rencontrez-vous. Super entretien, super feeling. Moi, j'ai passé du coup 4 ans chez Warner à travailler avec du coup la personne dont elle me parlait. Franchement, j'ai adoré. Moi, là, sur mon parcours, j'ai adoré toute l'industrie, mais j'ai vraiment un très bon souvenir, en fait, de l'industrie musicale. Car, en fait, le produit, t'es sur de l'humain. Donc, même quand toi, t'es RH, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, tu es là pour promouvoir des artistes. Les personnes avec qui tu travailles, souvent, ils sont passionnés. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils travaillent pas chez toi, ils travaillent pour les 2-3 concurrents sur la place. Il n'y en a pas non plus 36. Et on est vraiment... c'est très agréable, en fait, de travailler avec des personnes qui, tu vois, n'aimeraient être nulle part ailleurs. Tu recrutais les personnes qui s'occupent des artistes ou tu recrutes... Non, parce que c'est les directeurs de label qui recrutent les artistes eux-mêmes. Toi, tu recrutais tout. Ah, ah ouais. En fait, aussi bien des fonctions support. Donc, tu vois, il y a les services juridiques, finances, commerciales, où là, on était sur un peu plus classique. Bien que c'était des personnes qui, pour la plupart, se voyaient également ne travailler que dans cette industrie, parce que passionnés de musique. Et après, directeur de label, tout ce qui est promotion des artistes, tout ce qui est marketing, tout ce qui est influence après qui est arrivé, tout ce qui est marketing 360. Il y avait énormément de... Et c'était très dynamique. En plus, moi, j'ai intégré au moment de l'avènement du rap français. Donc, en fait, temps très fort. Enfin, moi, j'ai connu... ça fait bizarre, ça fait vieille quand je dis ça. J'ai connu les débuts d'Aya Nakamura. Waouh. Non, mais c'est marrant. C'est incroyable. C'est rigolo. Donc, t'as participé au recrutement de son équipe des personnes qui c'est à l'inverse. Enfin, du coup, ça marche pas forcément comme ça, mais j'ai participé au recrutement, effectivement, de certaines personnes qui ensuite travaillaient avec elle au quotidien. Oui, j'ai pas recruté toute l'équipe. Il y a des personnes qui étaient déjà là, tu vois, comme c'est une industrie qui est très petite. Pareil, il y a des très belles anciennetés. Tu as des personnes qui étaient là depuis très longtemps et qui resteront encore très longtemps. Mais vraiment une très très belle expérience. Puis intéressant aussi de travailler pour une structure américaine. Ça change aussi des choses et ça, je pense que c'est important de le dire à des étudiants. Ce n'est pas la même chose, et qu'on soit RH ou autre chose, de travailler pour une société française. Moi, j'ai fait français, j'ai fait finlandais, j'ai fait US.
ça change des choses. On va pas attendre les mêmes choses sur le volet social, sur les reporting également. C'est pas du tout la même manière de reporter. Mais pardon, chez Warner, même si c'était une entreprise américaine, tu étais en France, donc quand tu dis que ça change des choses sur le volet social, qu'est-ce que ça changeait, par exemple? Par exemple, on avait une attention qui était portée, qui était différente. On pouvait nous demander des choses sur tout ce qui est diversité. Tu vois, on n'a pas du tout le même rapport que les Américains par rapport à tout ce qui est donné homme-femme, etc. Ce qui pouvait parfois poser des soucis, parce que nous, à notre niveau en France, le cadre légal, tu peux pas forcément piloter tes KPI de la même façon. Et sur tout ce qui est, même si on était effectivement, donc moi, j'étais en gestion environ c'est 200 collaborateurs, enfin c'était, je sais pas combien ils sont à l'heure actuelle, sur la France, on était rattachés. En fait, c'est une filiale. Ok. Tu es rattaché aux US, donc en fait, tu as du reporting à faire qui est mensuel et le reporting est beaucoup plus dense de ce que j'ai pu observer pour une société américaine que pour une société française. Il y a une récurrence. Qu'est-ce qui mesure? Parce que, alors oui, j'imagine bien qu'il y a les KPIs, mais tu vois, quand tu es consultant ou que tu es commercial, les KPIs, ils paraissent assez évidents, des KPIs très quantitatifs, de chiffre d'affaires, de taux de conversion. Quand tu es RH, ton KPI, c'est le taux de rétention de tes talents, c'est le nombre de nouvelles personnalités intégrées, de nouveaux métiers que tu as réussi à développer. Qu'est-ce qu'ils pouvaient vous demander un peu? Alors, je vais pas te dire forcément ce que eux nous demandaient, mais par contre, je peux te dire ce qu'on peut en RH. Enfin, je vais pas tous te les donner, mais il y a des KPI un peu phares qui peuvent permettre en fait d'analyser l'organisation de manière très concrète. Un indispensable turnover. Généralement, celui-là, il est assez facile. Si tu as un turnover qui est pas incroyable, que tu as un taux de turnover important, c'est le signal de quelque chose. Et notamment, et moi ça je l'ai appris aussi en l'observant, si tu as un service RH qui a un turnover qui est assez important, ce n'est pas bon signe. Souvent, c'est vraiment le premier signal qu'il y a des choses qui se passent et qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Ça peut être à plein de niveaux. Ben, ça, c'est un tips. Bah oui, puis après, ça cascade, en fait. Oui, s'il y a du turnover à la RH, c'est qu'il y a, en tout cas, il y a une dynamique de changement, ça c'est sûr. Et qui peut s'expliquer de plein de manières. Hein. C'est pareil, encore une fois, c'est pas forcément négatif, mais c'est un signal. Tu as aussi tout ce qui est absentéisme. Voilà, ça pareil, c'est assez facile. Ce qui est très intéressant, ce qui va permettre à un service RH, notamment, de savoir sa valeur, sa qualité, entre guillemets, et ses actions, ça va être tout ce qui est score d'engagement. Tu vois, souvent, et notamment les grosses sociétés, vont régulièrement mettre en place des enquêtes d'opinion salariale. Oui. Avec des questions plus ou moins différentes, mais il y en a toujours une qui va permettre aussi de savoir si tes collaborateurs te recommandent en tant qu'employeur. Celle-là, elle est quand même très importante. Et comment tu joues, je t'interromps, mais comment tu joues sur le biais d'un collaborateur qui se dit je vais pas dire que je vais pas recommander mon entreprise parce que ils disent que c'est anonyme, mais bon, en vrai, je suis pas vraiment certain que ce soit anonyme. Comment tu fais pour avoir le vrai sentiment de la personne? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que figure-toi qu'en tant que Français, on est plutôt assez honnête sur ces choses-là, voire assez critique. Et si je me permets de le dire, c'est parce que j'ai été RRH de plusieurs pays, régions. Donc en fait, j'avais ces résultats-là agrégés et je pouvais comparer. Je savais quelle était la réalité sur tous mes terrains et je pouvais comparer. Et en fait, à chaque fois, et quand tu fais des restitutions, les personnes, parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est que tu récupères les résultats, tu les agrèges et ensuite tu essayes de comprendre, de les analyser. Et souvent, les salariés, parfois, te disent même, oui, bon, c'est peut-être un peu exagéré par rapport à la réalité, finalement. Donc, en fait, je trouve que le problème, en tout cas, encore une fois, c'est très francophone, c'est plus ce côté, tu vois, on a un peu c'est vrai, hein, avoir tendance à plus se plaindre et voir le verre à moitié plein. À moitié vide. Pardon, à moitié vide. Donc, la musique, hyper intéressant, parce que des gens passionnés, tu as rencontré des gens, j'imagine, qui culturellement étaient hyper nourris. Et ça devait être hyper intense, un poste très, très complet. Ça joue beaucoup. Une confiance. Ça aussi, ça joue beaucoup quand tu sens que ta direction à plusieurs niveaux
te fait confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance? Comment ça se retranscrit dans ton quotidien? Alors ça peut se retranscrire, de plusieurs manières. Moi là, quand je pense à la confiance qui m'était accordée, notamment à ce moment-là de ma carrière, c'était aussi bien dans les responsabilités qu'on te donne, tu vois? Sur certains, ça peut être sur des projets qui sont, stratégiques. Moi, tu vois, par exemple, je m'étais occupée de monter tout le dossier pour obtenir l'agrégation Great Place to Work et aussi, tu le sens aussi sur l'accompagnement, tu vois? Quand tu as des conversations, parce que nous aussi, on a des conversations sur notre carrière et sur Et notre oui, développement. vous aussi, Et vous êtes des collaborateurs finalement, oui, d'entreprise, en fait, comme tout le exactement. monde. Ouais. La seule différence, c'est que, ma boss, c'est ma RH de manière Ah! mais oui. Il y a pas de dissociation justement quand tu es RH, en se disant: «Il faut pas que la même, Alors ça doit moi, je l'ai pas connu. OK, J'ai jamais connu ça. J'ai toujours eu, ce qui a des avantages et des inconvénients, oui. voilà. Mais du coup, on a aussi, ces échanges-là sur le développement de carrière et quand tu vois, tu as quelqu'un qui te pousse, qui t'inspire, que tu sens qui est derrière toi, qui a envie que tu restes et te faire développer, bon, ben, ça fait beaucoup, Bah, ouais. ça fait beaucoup. Non, non, très difficile de quitter Warner, très difficile. Mais tu as quand même quitté Warner, Ouais. même si c'était extraordinaire et tu es repassée, bah, du côté du luxe en intégrant un grand groupe. Tu es spécialisée dans la beauté technologique. Pourquoi avoir choisi ce segment-là qui est ultra niche? Alors, c'est un peu ce que je te disais, tout à l'heure. En fait, moi, en tant que fonction support, ce que j'ai toujours privilégié, heu, c'est l'intérêt du poste et le dynamisme d'un secteur. Mmh. Et typiquement, là, le poste me plaisait beaucoup. Je le trouvais, très complet. Hem Et en plus de ça, c'est un secteur, où il y a énormément d'innovation. L'IA, data science, et cetera. Et tout ce qui peut se passer au niveau du dynamisme d'un secteur, bah, ça découle aussi sur les ressources humaines et ça va te mettre en avant des problématiques, des enjeux au niveau, du développement des compétences, Mmh. l'upskilling, tout ce qui va être accompagnement du changement. Donc tu vois, ça en tout cas moi, en évoluant dans ma carrière en tant que professionnelle DRH, quand tu as fait des postes un peu entre guillemets justement 360, si tu veux, moi ça fait très longtemps que je fais de la formation, du recrutement, que je suis le partenaire entre guillemets «stratégique», des managers. J'avais de plus en plus envie d'aller justement sur des terrains de jeu un peu plus tu cherches un peu plus de complexité Ouais. avec l'accompagnement du changement, des choses comme ça, voilà. Tu fais comment pour rester à la page? Parce que, en fait, l'innovation va super vite, Mmh, ce qui veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui sortent mmh, super vite, qui sont tout aussi nombreux. mmh. Tu fais comment pour rester à la page, pour aussi accompagner les collaborateurs existants qui n'ont pas encore ces compétences, mais qui sont les compétences de demain, pour les accompagner à transformer et à avoir des nouvelles skills? Quand tu parlais c'est l'upskilling, tu me Upskilling. disais? OK. Ouais, petit jargon. Je j'ai pas de réponse toute faite, à ça dans le sens où en fait, comme tu le dis, ça va tellement vite qu'en fait, on se fait tous embarquer là-dedans. Il y a pas réellement de stratégie, on se voit, à telle échéance pour se dire: «Attends, attention, il y a tel poste en train», ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi cadré que ça. Par D'accord. contre, il y a un vrai enjeu heu, de vigilance sur ce qui se passe, de benchmarker aussi ce qui se passe ailleurs, notamment à la concurrence. Et par exemple, sur les benchmarks, là, ça peut être un rôle, de stagiaire, de benchmarker les nouveaux métiers, les innovations. C'est eux qui vous nourrissent sur ces enjeux-là et qui peuvent être des lanceurs d'alerte ou c'est bien plus haut dans la hiérarchie? Non, c'est bien plus haut et en plus, là, on est sur des métiers tellement, entre guillemets, «spécifiques». Mmh. Tu vois, sur certaines enfin, dans d'autres métiers, ça peut être vrai d'avoir, un stagiaire qui fait un benchmark parce qu'en fait, ça peut être très très bien fait. Mais là, pour avoir accès à ce degré d'information de confidentialité, tu dois même parfois aller, justement, payer auprès de certaines entités, tu vois, Oui. pour avoir vraiment accès, à l'information, c'est très niche. Ça marche beaucoup plus, hem, en fait, finalement, on va réussir à le savoir parce qu'en fait, on est quand je parle de nous, je parle de l'entité des experts sur nos métiers, avec des personnes qui, pareil, sont là depuis longtemps, ont une vraie expertise, ils sont très connectés Mmh. et en fait, finalement, on va le savoir grâce au terrain.
et grâce à nos people qui sont déjà là. C'est eux, en fait, qui vont nous, quelque part, nous donner des informations clés sur ce qui se passera demain. Après, à nous, RH, d'accompagner, une fois que tu as une information, d'accompagner ça et de te mettre à la page et de mettre à jour, entre guillemets, ce que tu peux proposer pour être au niveau. Ok. Et en parlant de se mettre à la page, on parlait aussi des managers. On a l'impression que pour se mettre à la page, ou en tout cas pour évoluer, il faut forcément devenir à un moment manager. Il y a des chiffres qui sont sortis du cabinet Robert Walters. 52% des jeunes de la génération Z ne souhaitent pas devenir manager ou middle manager pour des raisons de stress, pour des raisons d'un sentiment de manque de reconnaissance. On a l'impression quand même que dans les carrières, la voie royale ou même la seule voie d'ailleurs qui existe, si on veut progresser, si on veut évoluer, c'est de devenir manager un jour. Donc, comment faire avec la nouvelle génération qui est déjà là, en fait, qui est déjà dans ses premières années de carrière, pour leur continuer à leur donner envie de devenir manager, d'évoluer, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de les faire évoluer? Ouais. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un chiffre qui me surprend pas. Parce qu'effectivement, on a un sujet où c'était moins vrai, je pense, il y a 10 ans, mais la fonction managériale fait plus forcément autant rêver qu'avant. Moi, je pense il y a un double enjeu. Au niveau de la fonction managériale, je pense qu'il y a un travail à faire sur la mise en lumière de l'impact que peut avoir un manager dans la vie de quelqu'un, l'impact positif. Et tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai plein de managers qui ont eu un super impact positif dans ma vie et dans ma carrière. Oui. Et l'humain, en fait, quelque part, c'est ça qui a beaucoup changé de choses pour moi. Donc, je pense que c'est important de mettre ça en lumière, l'impact que tu peux avoir dans la carrière de quelqu'un. Je pense aussi qu'il y a un vrai enjeu pour nous, RH, d'accompagner en fait les managers, de les outiller pour qu'ils se sentent en fait les épaules et en capacité d'accompagner quelqu'un dans sa carrière, de gérer les conflits, de bien les gérer. Donc, je pense que il y a un travail à faire là-dessus. Mais ce travail-là, il est possible que si la personne a envie d'être manager, parce qu'en fait, tu as le droit aussi de pas vouloir être manager, c'est pas une fin en soi, et je pense qu'on n'est pas tous faits pour être manager et c'est ok. Et je pense que à l'avenir et de plus en plus, et moi typiquement dans les sphères dans lesquelles j'évolue, c'est déjà le cas, on a énormément de métiers d'expertise et et, euh, et typiquement, on peut avoir tout un parcours de carrière sans devenir manager en ayant une très belle valorisation, reconnaissance à tout niveau. Alors, Ça, c'est vrai. Là, c'est sur des métiers qui sont des métiers D'expertise, alors, au sens technique. au sens technique. Au sens technique. Au sens technique. Ok. Et sur des métiers qui sont des métiers de siège, de bureau, pour le moment, la voie reste quand même celle du management. Donc, peut-être que effectivement, il faut redonner. En fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il faut remettre du sens dans ce métier-là. Pour donner envie, il faut qu'il ait un sens en montrant l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens, en disant que les personnes auront les outils pour le faire et on va pas les envoyer au front comme ça. T'es manager, t'es responsable et bon courage. Non, mais exactement, en fait, il y a deux choses. Si tu veux être manager, on peut t'outiller. En fait, il faut qu'on t'outille et qu'on t'accompagne pour que tu le fasses dans de bonnes conditions et que ce soit un plaisir pour toi et non pas l'inverse. Après, il y a ce que je te disais qui est l'expertise, mais tu as raison, ça marche pas à tous les coups. Et pour moi, tu as une troisième voie qui, on va dire, sur tout ce qui est fonction transversale, project management, fonction stratégique, accompagnement de la stratégie d'une entreprise. Pour moi, c'est la troisième voie et où tu peux très bien, entre guillemets, grandir, briller, évoluer, et ça dans n'importe quelle structure. Ok. Pour moi, c'est la troisième voie. C'est quel type de poste alors? C'est être bras droit de... Quand tu dis des responsabilités stratégiques, c'est par exemple être chief of staff, Par exemple. bras droit du CEO. Mais bon, il y en a très très peu. Non, mais par exemple, tu peux être aussi sur vraiment des fonctions tu peux gérer des projets ultra stratégiques. Ah oui. Tu peux être project manager d'un énorme projet à je ne sais pas combien de milliers d'euros selon les industries, mais tu peux avoir vraiment un réel
Oui, tu as de impact. l'impact, Oui, mais en fait, tu orchestres, mais tu n'as pas la responsabilité de l'équipe, exactement, puisqu'en fait, tu es là pour faire travailler ensemble des partenaires, des exactement, collaborateurs dans la maison. exactement. Donc pour moi, c'est une autre piste. Mais avant d'arriver dans tout ça, faut déjà que moi, je pense que c'est important aussi de bien se connaître et de savoir ce dont on a envie. Ouais. Et je pense qu'il y a de plus en plus de conscience aussi, de la part des jeunes sur ce volet-là. On le sent bien nous, au quotidien qu'effectivement être manager ça fait plus, forcément rêver. Mais moi franchement sur cette question-là, je suis assez, pas sereine, mais en tout cas je pense qu'on va dans la j'ai le sentiment qu'on va plutôt dans la bonne direction et que tu vois que, que c'est plus la seule voie Mmh. pour, pour, «monter les échelons» entre guillemets dans une entreprise. Tu passes un message d'espoir. Merci beaucoup. Je le pense sincèrement. Ouais, merci. Justement, j'ai une question pour toi. Enfin, c'est pas moi qui vais te poser une question, c'est un étudiant qui travaille dans le secteur du luxe, dans la beauté. Et je pense qu'il va continuer la conversation sur les enjeux de recruter la Gen Z. Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis actuellement stagiaire dans le secteur de la beauté dans l'une des maisons du groupe LVMH. Et ma question est à propos de la génération Z et de son désir de ne plus avoir de carrière linéaire mais plutôt de la polyvalence. Et je me demandais comment vous accompagnez ces profils en quête de flexibilité au quotidien en interne lorsqu'il s'agit de reconversion ou de mobilité transverse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Hem, alors, ça va dépendre, en fait, ça va dépendre des structures. Mais en fait, l'avantage effectivement, parce que moi j'ai majoritairement connu, des gros groupes pour le coup dans ma carrière, j'ai plutôt, uniquement été dans des gros groupes. Hem, Là où on va avoir de la latitude aussi là-dessus, c'est qu'on va être en capacité de proposer, de la mobilité en interne et ça, c'est une grande force. Et il y a vraiment en plus une volonté, d'accélérer aussi, ces dernières années, sur la mobilité interne parce qu'on a la chance d'avoir, entre guillemets «une talent marketplace» et notamment sur des jeunes, heu, qui sont très, demandeurs de tout ça. Il y a une vraie conscience, aussi, des organisations par rapport à ça. Donc ça va permettre de répondre en fait à tout type de demande parce qu'en fait on va avoir, on disait bon, des jeunes qui vont vouloir, heu, travailler en mode projet. Parce qu'en fait et moi pareil je l'ai connu dans plusieurs, et ça se développe beaucoup. Tu peux faire de la mobilité classique où en fait tu vas changer de poste et prendre un contrat dans telle ou telle entité, tel ou tel pays Où tu et passes de mmh, tu changes de contrat de travail, voilà. chargé de marketing dans telle maison et Exactement. tu es chargé de Le marketing développe dans une oui autre. ou du développement, mais en tout cas, voilà, tu continues ta progression de carrière, Ok. peut-être sur quelque chose d'un peu plus latéral. C'est pas vraiment comme souvent quand tu restes par exemple, sur le même, au siège social ou peu importe, souvent quand tu évolues, ça va être vertical, plus ou moins. Donc les Alors mobilités se font. Les mobilités, ça va être moins. J'ai envie d'exercer mon métier, mais dans une autre maison parce que j'étais dans la mode et je veux passer dans la beauté ou dans la joaillerie, par exemple que sur de la promotion de je change de maison pour monter en termes de hiérarchie parce que j'étais je dans une grosse maison et donc je passe dans une plus petite, comme ça je sais que je vais gravir les échelons un peu plus vite. Ça, c'est deux types de Il y mobilité a qui plusieurs existent. techniques ou Ouais. aussi tu as des personnes et surtout les jeunes, ben, qui veulent aussi découvrir un nouveau marché, du travail, une nouvelle culture, d'autres manières de faire. Donc ils vont en fait prendre un poste un peu équivalent mais, dans une toute autre, réalité, sur un autre continent et donc ça va permettre de les nourrir. Mais après tu as beaucoup de choses aussi qui se mettent en place et depuis plusieurs années donc parce que moi je l'ai connu, la première fois que je l'ai connu, ça devait être il y a, je sais pas 5 6 ans, c'est le fonctionnement en mode projet. En fait, on te délocalise sur un projet. En fait, toi, tu gardes ton contrat de travail, mais pendant 2 mois, on t'envoie, sur, tel poste, tel pays, travailler sur un projet. Et ça, les sociétés qui moi, je trouve ça génial. Après, les places entre guillemets, bien évidemment, sont chères. Tout le monde ne pourra pas le faire et tout le monde d'ailleurs ne veut pas ne veut parce qu'il faut être mobile et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça que je réponds, souvent, c'est les jeunes, Oui. en fait, qui vont parce qu'il faut quand même être, En fait, tu es un peu consultant, quoi. On ouais, t'envoie quelque exactement, part pour. exactement. Qu'est-ce que ça peut être comme type de mission? Ça peut être divers et varié. Ok. Là, c'est compliqué de te répondre, Par exemple, ça précisément. peut être on développe le marché de telle région du Moyen-Orient et donc il y a un besoin sur les ouvertures de boutiques. Ça peut être des choses qui, en fait, ça peut être autant opérationnel que stratégique. Oui, Ouais, ok. oui, 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 oui. Comment on fait pour postuler
à ce type de mission? Il faut déjà être un Oui, collaborateur interne? OK. oui, oui, c'est le même fonctionnement que mobilité. OK. Après, tu as des choses, parce que du coup, je fais le lien, parce que je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écouteront. Tu as le fameux graduate programme, qui est effectivement, entre guillemets, très élitiste, parce que souvent, tu as énormément de candidatures et beaucoup moins de places que de candidatures. Mais par contre, ça, c'est vrai que c'est génial, parce que tu as l'opportunité, dans un laps de temps qui est finalement assez réduit à l'échelle d'une carrière, de voir des fonctions, des terrains de jeu différents. Souvent, tous les 6 mois, tu te déplaces d'entité en entité. Ça, pour ceux qui ont envie de le faire, moi, tu vois, tu me mets 10 ans en arrière, je tente ma chance. Franchement, je trouve ça incroyable comme opportunité. Ouais, ça doit être hyper, enrichissant et en fait, Je pense que ça t'apporte énormément. ça t'apporte énormément parce que tu peux tester plusieurs métiers, Mmh. en ayant la sécurité de pas avoir à te remettre dans un process, justement de recrutement par la suite pour Oui, trouver un autre job et tester, différents secteurs, du luxe. Donc d'où la force des groupes aussi, c'est d'avoir cette mobilité, au niveau du stagiaire et ensuite au niveau des carrières, professionnelles parce que tu as encore ces fameux, modes projet, mmh, bon, c'est super intéressant. Enfin, on voit aussi, c'est hyper, ce qui est d'autant plus, passionnant, je trouve, c'est de voir l'agilité de ces groupes à s'adapter à la demande, parce qu'on n'arrête pas de dire que la Gen Z, c'est un peu le boom des organisations, qu'on n'arrive pas à s'adapter parce que, ils sont trop différents, leurs attentes divergent et donc ça fait un clash des générations et en fait, avec ce que tu nous expliques, on se rend compte aussi que l'organisation se réorganise pour s'adapter à leurs nouveaux besoins sans que, ça et au bénéfice finalement de l'entreprise. Enfin, c'est un bénéfice pour, le bien groupe sûr. d'avoir des personnes qui sont mobiles, qui peuvent faire plein de choses, envoyées sur un projet, qui Mmh, sont déjà formées en interne. oui. Donc c'est hyper, intéressant pour les 2 parties. Et si ça peut rassurer aussi, il y a, une vraie attention qui est portée par les organisations, et encore une fois, pareil, moi je n'ai connu quasiment que ça, sur, les next gen Mmh. qui sont flagués, en tant que next gen. C'est important en fait. Qui sont nos next gen? Comment on va, entre guillemets, «prendre soin d'eux» et les accompagner dans leur carrière? Parce qu'en fait, la différence entre un next gen et quelqu'un d'autre au sein de la structure, c'est que la marge de progression, bah, elle est beaucoup plus importante parce qu'en fait, on est au tout début de la carrière, donc il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Et souvent, bah, c'est des personnes qui en plus ont une envie débordante. Qui sont hyper enthousiastes, qui ont envie Oui, d'apprendre, mais c'est oui, c'est tellement important ce que tu dis parce que je lis très souvent sur LinkedIn, des jeunes qui disent: «Bah, voilà, ma 1000e candidature, on me redit la même chose, que j'ai pas assez d'expérience alors que j'ai fait, 3 stages dans des belles maisons, que par ailleurs l'été, j'ai travaillé en boutique, à Noël aussi» et il y a encore une espèce de crainte à recruter des jeunes talents. Moi, je vois passer des annonces où, pour être, je sais pas, chargé d'expérience client ou chargé marketing sur un poste qui a l'air somme toute pas si senior, on demande 5-6 ans d'expérience. Donc je trouve ça important ce que tu es en train de dire, c'est recruter aussi des juniors parce que ils sont encore, pleins d'énergie, ils n'ont pas été formatés non plus trop par certains managers ou certaines organisations. Ils sont flexibles, ils ont aussi des salaires qui sont moindres, donc c'est intéressant aussi pour l'organisation. Donc il faut arriver à faire se rencontrer les 2 besoins. oui, oui, oui. Après, encore une fois, moi, je ne parle que pour ce que je connais. Je ne sais pas forcément quelle est la réalité, tu vois, même au sein de certaines maisons plutôt que d'autres. Enfin, voilà, il y a des réalités qui peuvent être très différentes aussi, mais par contre, de manière générale, notamment dans les politiques, dans les attentions dans les choses qui sont mises en place, il y a une vraie attention qui est portée sur les next gen. Et ça, c'est vraiment une réalité. Après, c'est vrai que, et notamment, dans le secteur dans lequel j'évolue actuellement, mais même les secteurs où j'étais avant finalement, c'est très concurrentiel parce Mmh. que, soit, encore une fois, beaucoup trop de demandes par rapport au nombre, de places. Et tu vois, pour te donner un exemple, moi je connais ça de très près aussi, sur le volet perso parce que j'ai une sœur, qui est en tout début de carrière, donc là elle fait son stage de fin d'études et qui a exactement, les mêmes problèmes que ce que tu viens de citer. Elle a un super CV, elle passe super bien, vraiment elle est motivée, et je dis pas ça parce que c'est ma sœur vraiment, tu vois, entre guillemets, sur le papier, elle coche toutes les cases, Mmh. comme plein de jeunes. Et en fait, elle me dit: «Mais Sophie, mais tu quand je suis pas retenue, on me dit en fait que je suis super, et que ça s'est joué, en fait, que ça aurait pu être moi, mais que c'est pas moi et que la prochaine fois, ce sera moi». Et elle me dit: «Mais c'est hyper dur, en fait, du coup», parce qu'elle me dit: «En fait, c'est quoi mes leviers? Moi, je sais pas quoi faire». Ouais. Et effectivement,
Alors, qu'est-ce que tu lui donnes comme Bah, conseil, justement? Tu lui dis quoi? ouais. Tu lui dis ça peut être des décisions internes parce qu'il y a une promotion interne, ou alors on ne sait pas, il y a Je tel rentre même pas scénario. là-dedans. Je rentre même pas là-dedans parce qu'exactement, moi, ce que j'ai appris, c'est que tu ne pourras jamais savoir pourquoi. Mhm. Ça ne Même en sert à rien demandant de te faire des... du feedback, parfois on peut t'en donner. Non, mais oui, mais d'ailleurs, elle, on lui en donne, en fait. Elle a du feedback positif, qui a son grand désarroi, presque. Mais on lui donne du feedback. Donc, elle a le feedback. Non, c'est plus, même en anticipation, essayer de savoir, mais le pourquoi, le scénario. En fait, il peut avoir mille et une bonnes raisons. En fait, à un moment donné, moi, mon meilleur conseil avec elle, c'est de pas lâcher, de lui dire qu'à un moment donné, elle, en fait, elle a mis tout en place pour que ça se passe et à un moment, ça se passera. Après, bah oui, peut-être plus ou moins patience. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ça peut mettre un peu plus de temps qu'il y a 10, 15 ans de trouver son premier emploi. Franchement, c'est vrai. Je pense OK. parce que très, très concurrentiel. Euh, Encore une fois, les places sont chères, mais moi, ce que j'essaye vraiment de faire avec elle, c'est de travailler plus sur le côté confiance en Mmh. soi, de pas se remettre elle en question. C'est Faut qu'elle ait c'est confiance en c'est elle, en les voilà, opportunités aussi, exactement. enfin, En fait, de vivre la compétition, en fait, envers, moi, moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis pas j'ai pas du tout l'esprit de compète, mais je l'ai envers moi-même. ouais. Tu vois? D'essayer d'être meilleure sur le coup d'après que et cetera et c'est un peu ce que j'essaye de lui dire. En fait, là, tu as été super. Si on te fait des feedbacks et cetera, bien sûr, prends-les en compte et cetera, tu ajustes, mais ne pas se rendre, malade, et percevoir ça comme de l'échec, en fait. Ouais. C'est moi, ça me paraît, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, Non, mais c'est bien que toi t'en parles et tu le dises que, en fait, c'est pas qu'on ment à ces jeunes-là Oui, et qu'on veut pas leur dire qu'en fait, ils ont été nuls ou qu'ils sont pas assez non, compétents. C'est que le marché est étendu, saturé, étendu c'est et voilà. tendu. On va passer à, le flash prisme. Donc c'est des questions pour apprendre à te découvrir, autrement. OK, Il faut des réponses super simples, super directes, express. OK, Voilà, tu peux bien t'installer dans ta chaise. on y va. Voilà, alors c'est 6 questions pour les 6 lettres, de prisme. Donc la première question: parcours, un moment pivot ou une rencontre clé dans ta carrière? Ouais, je pense que la rencontre, clé dans ma carrière, c'était vraiment la DRH que j'ai rencontrée quand j'étais, stagiaire parce que vraiment elle était, en fait, elle avait une casquette de coach. Mmh. Donc en fait, dans son approche, elle était aussi hyper intéressante. Moi, j'ai souvenir, tu vois, de moi qui arrivais dans son bureau avec, un problème, quelconque et elle me regardait, elle me disait: «Sophie, c'est quoi le sujet?» Mmh. Et très puissante comme question et des fois, je repartais. Je me disais: «Bah ouais, en fait». En deuxième question, la résilience, un défi ou un échec que tu as su transformer? Moi, ce que ça m'évoque, donc on n'en a pas parlé, mais sur l'un de mes postes, je me suis retrouvée sur vraiment la fonction RH qu'on imagine dans les films, à gérer le volet social, Mmh. des départs, un PSE, donc plan de licenciement économique. Donc tu vois, ça clairement, c'est le challenge. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est le challenge quand t'es RH. C'est le truc, en fait, où t'as pas envie que ça t'arrive et ça t'arrive. Et quand ça t'arrive, tu te dis, bon, j'y vais pour l'expérience et voilà. Ouais. Donc très intéressant et c'était vraiment un défi, dans le sens où, encore une fois, c'est la vie des gens, donc Oui. ça a beaucoup d'impact. Mais par contre, tu vois, je trouve que j'avais beaucoup aimé, en fait, mon c'est une des fois dans ma carrière où j'ai plus vu l'impact de ma fonction, vraiment le rôle où en fait, même si les conséquences quelque part restent les mêmes, Mmh. la valeur ajoutée que je pouvais avoir dans ces moments-là, de par ma manière d'accompagner la situation, ce que je pouvais aussi proposer Oui, pour amener vers la sortie, comment j'amenais les choses. c'est une vraie notion d'accompagnement Oui, à ce et en moment-là. fait, je m'étais surprise positivement à transformer des situations, je dirais pas en quelque chose de positif Mmh. parce que ça restait négatif, mais en tout cas, je pense avoir su amener un peu plus de douceur et de légèreté et de sérénité dans certaines de ces situations-là, à ce moment-là de ma carrière et ça, c'est vraiment au final, je suis contente de l'avoir, vécu. Bah, merci. Non, mais merci pour ta transparence sur, ces moments qui sont effectivement, très difficiles. Hem, un insight métier. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent qu'on peut pas faire confiance aux RH parce que les RH Mais qui dit ça? mais qui dit ça? On peut pas faire confiance aux RH parce qu'ils sont tiraillés entre la direction et les salariés.
Qu'est-ce que tu leur répondrais en une phrase? Bah, que moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça Bah, voilà. et mes homologues, franchement, il faut bien se dire que normalement, moi, par exemple, j'ai quasiment eu que des super boss parce qu'en fait, on est sur une fonction humaine. Donc normalement, tu travailles avec des personnes qui aiment l'humain et qui font avant tout ce métier-là pour aider. Après, et bien évidemment que tu vois, ta carrière évolue et tu es de plus en plus finalement proche de la direction de fait. Mais par contre, c'est des personnes qui ont normalement comme priorité d'accompagner euh, les managers, les collaborateurs. Donc franchement, je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre à faire confiance à sa RH. J'adore. Donc, ne soyons pas cyniques. Voilà. Le scan, une tendance RH ou une tendance luxe que tu as repérée? Ah, elle est dure cette question. Oui. Écoute, j'ai découvert cette semaine et je pense que alors je donnerai pas le nom parce qu'apparemment, d'ailleurs je le connais pas, mais je ne savais pas. En fait, tu as des groupes maintenant qui existent sur WhatsApp, notamment dans l'univers du luxe et de la beauté, qui te permettent en fait de networker. Un peu en fait, avant ou même encore maintenant, tu vois, tu contactes sur LinkedIn, etc. En fait, maintenant, tu as des groupes WhatsApp qui sont réorganisés en sous-groupes et qui peuvent vraiment te permettre de benchmarker sur les salaires, de savoir les postes, d'avoir des conseils. Qui tient ces Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais apparemment, ça se met sur le CV qu'on appartient à ce groupe-là, par exemple. Ah ouais? Et c'est pour les jeunes. Parce que sur LinkedIn, il y a J'ai pas mal de découvert ça groupes. récemment. Bah ouais, mais moi, tu vois, je suis pas au J'étais courant. vraiment, je suis une boumeuse. C'est dingue. Bah, pareil. Pourtant, je suis censée être Gen Z. Mais, mais parce que sur LinkedIn, il y a des groupes comme ça, d'alumni, des groupes de networking sur LinkedIn, ça se fait. J'ai pas l'impression que ce soit hyper dynamique. Je pense que l'intérêt de WhatsApp, c'est que c'est ultra Je pense que conversationnel. c'est Donc, peut-être trop dynamique. c'est peut-être trop dynamique. Moi, enfin en tout cas, de ce que j'ai compris, parce que du coup, je suis pas du tout. T'es pas de... La RH n'est pas dans ce groupe, mais c'est même, il y a même une intention de, on se serre les coudes. Ah, bah, ça y est, moi j'ai trouvé. Ah, super. Lâchez pas, ça peut fonctionner. Bon, ça Ok. s'est passé comme ci, comme ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais je me dis, mais en fait, c'est le nouveau. Maintenant, ça se passe comme ça, en fait, Ok. et ça se met sur le CV. Ça alors. Et c'est pas payant. Enfin, c'est pas une Ah non, espèce c'est un de groupe club. WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp En fait, c'est un peu comme du parrainage. En fait, il faut que tu aies quelqu'un dans le groupe qui te parraine. qui te parraine. Ok, hyper intéressant. Bah, tu vois, finalement, cette J'ai appris question, ça, c'est voilà, récemment. c'est tout nouveau. Ouais. Ok, bah merci. Et la motivation, qu'est-ce qui te motive profondément au quotidien? Moi, ce qui me motive, c'est d'avoir des projets. Moi, c'est mon driver. Moi, je suis comme ça. Je pense que c'est dans mon ADN. Je suis une femme de projet, que ce soit pro, perso. J'ai besoin d'avoir, de savoir où aller, un truc qui me tire, qui va m'animer. Dans mon entourage proche, enfin pas on se, mais c'est quoi Sophie ton projet cette année? Du coup, l'année dernière, t'as fait ça, là, cette année, c'est quoi? Et je trouve toujours un truc. Ah oui, parce qu'on on en a pas parlé, mais tu n'es pas que, même si c'est déjà beaucoup manager RH, tu es aussi entrepreneuse, maman éventuellement en plus, hein, tu as eu voilà, accessoirement, tu as eu un petit bébé il y a quelques mois. Bah, comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que tu as ouvert ton studio il y a pas très longtemps, ton studio de l'agri. C'est une méthode hyper intense avec des machines qui ressemblent un peu à des machines de pilates pour donner un ordre d'idée. Ça sursollicite les muscles. Il y a beaucoup d'intensité. Donc, tu es entrepreneuse, tu travailles dans un grand groupe et tu as un bébé. Je m'ennuie pas, Ouais. mais effectivement, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, tu vois, j'ai toujours été j'ai toujours voulu tout avoir, entre guillemets. Je me suis toujours dit, en fait, Sophie, pourquoi t'aurais à choisir? Si t'as envie d'avoir une carrière en RH, un bébé et en plus d'être entrepreneuse. Enfin, tu vois, en fait, j'ai pas voulu me fermer de porte. Donc ça, voilà, ça c'est ultra perso. Moi, c'est un mode de fonctionnement que j'ai complètement accepté. Je suis comme ça. Mais par contre, c'est vrai que oui, je dors beaucoup moins qu'avant, ça c'est une évidence, mais comme plein de parents. Et bah, c'est des choix. Moi, typiquement, tu vois, bah, les soirées, bah, je me connecte bah, pour la partie entrepreneuriale. Ouais.
J'ai fait le choix, là, depuis cette année, je travaille plus le vendredi parce qu'en fait, c'est important pour moi de créer du lien avec et de passer du temps avec mon fils. Parce Ok. qu'en fait, la journée, je travaille. Le soir, les bébés, ça se couche tôt, donc je le vois pas beaucoup. Donc Ouais. pour moi, le vendredi, c'est ma journée avec lui. Et souvent, maintenant, les week-ends, en fait, je dirais pas que je travaille tous les week-ends, mais tu vois, typiquement, dès que je redescends, il y a au moins 2 week-ends. Enfin là, tu vois, moi aujourd'hui, en fait, je considère que je travaille. C'est de l'organisation et je pense qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est de savoir se reposer sur les bonnes personnes et d'être bien entourée. J'ai de la chance déjà de pas faire ça toute seule et d'avoir trouvé. J'ai une super équipe Ouais. qui est sur place et en fait, ce que j'accepte en fait de déléguer les choses, sur lesquelles où en fait finalement, pourquoi j'aurais plus de valeur ajoutée? Je choisis en fait mes combats. Ouais. Voilà, donc je choisis mes combats, je m'organise, je suis bien entourée et en fait, c'est un choix donc c'est cool. Oui, puis tu as choisi en fait ce qui toi te donne de l'énergie, ce Oui, qui toi te permet de te oui. recharger. Comme ce que tu fais la journée, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te donne de l'énergie. C'est ta partie extravertie, c'est je me nourris du fait d'avoir des projets. Ouais, Donc, exactement. Ouais, je c'est ferais ça ton rien choix, en fait. différemment. Ouais, Bah ouais. je ferais rien différemment. Mais c'est sûr que tu t'organises. Moi, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'étais enceinte jusqu'au cou. Moi, mes vacances, on bossait. En fait, on bossait la moitié de la journée sûre, en fait. Mais c'était un Mmh. plaisir. Je commandais la déco, on refaisait tu vois, les devis pour les travaux. On faisait des entretiens, parce que du coup, casquette Et RH, oui! voilà. Donc, c'est des choix, mais franchement, moi, j'ai que des super souvenirs de cette période. Et là, ça continue, mais c'est différent. Enfin, c'est différent parce que là, du coup, on est en mode run. Quand Oui. ça roule et bon, voilà. Mais Ça roule et à la fois, c'est aussi le moment où, tu peux, par contre, faut pas lâcher. prendre la ouais, faut pas lâcher, tu peux prendre la température de ce qui marche ou Mmh, pas, avoir du feedback, mmh, mmh. finalement un peu comme dans ton métier, quoi. Tu appliques différemment tes compétences Exactement. Puis j'apprends plein de professionnelles. choses aussi. C'est ça. Et en fait, j'ai ouvert mon horizon aussi énormément. Ça n'a rien à voir, en fait. Je mobilise pas du tout, entre guillemets, les mêmes compétences, mais c'est hyper enrichissant. Après, mes facteurs de stress, du coup, sont démultipliés. Oui. J'ai un éventail de facteurs de stress qui est très, je veux dire, je peux stresser pour du coup ma réunion du lundi matin, je peux stresser pour des raisons financières sur la Ouais. partie entrepreneuriale, je peux stresser parce que mon petit est malade en plus, voilà. Et qui t'a contaminé, est-ce que tu Exactement. peux bien J'allais venir. Non, enfin bon, tu peux avoir mille. Mais en fait, c'est la vie. Et moi, je suis très contente, en tout cas, de la vie que je me suis construite en ne faisant en décidant de. J'ai choisi de ne pas choisir, voilà. J'adore, hyper libre, c'est ce que je disais en Voilà. introduction. Tu as une vision super libre de ta carrière, c'est super inspirant, vraiment j'adore. Enfin, merci. Et la dernière lettre de Prisme, parce que j'ai pas oublié qu'il y avait un E, heu, éclairage, un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? C'est plus c'est un mantra, en fait, finalement, qui me ressemble pas. Et j'aimerais qu'il me ressemble et qu'on m'a dit il y a quelques années et qui m'a marqué et que j'essaye, tu vois, de réactiver très souvent. Donc, je fais un grand suspense. Anticiper un problème, c'est le vivre deux fois. Mmh. Et en fait, j'ai mille et une bonnes raisons, mais comme nous tous, je pense, de paniquer dans la vie. On est souvent, en fait, à penser au coup d'après, de ce qui pourrait mal marcher, ce qui n'a pas été. Et moi, comme je suis plutôt une anxieuse de nature et donc j'ai beaucoup tendance à essayer en fait ça m'aide, cette phrase qui m'a été dite et qui m'a marquée, m'aide beaucoup à me calmer, à me dire: «Mais en fait Sophie, là, en fait, aujourd'hui, tout va bien. Mmh. Là, ce que tu anticipes, c'est pas vraiment, Ouais. D'ailleurs, souvent, et ça c'est statistique parce que du coup j'ai fait mes recherches, les problèmes, qu'on anticipe, la réalité de ce qui se produit, des scénarios qu'on se fait tous dans notre tête, Ouais. elle est d'un ordre de 3%. Enfin, je veux dire, c'est C'est jamais le scénario catastrophe jamais, qu'on envisageait qui arrive. jamais, Ouais, ouais. jamais. Et on est dans un monde tellement incertain, Ouais, stressant. ce qui est d'autant plus angoissant. Je vois que tu agites tes jambes. Non, ouais, je suis en train de dire, ça m'agace. Oui, rien que d'y penser, ça, tu vois, je me dis, ça m'énerve. Mais en fait, tu vois, justement, alors je pense que on va partir un peu, c'est pas le but dans des discussions philosophiques, mais tu vois, le fait, moi, quelque part, d'être devenue maman, Mmh. ça m'aide beaucoup, finalement, à se lâcher prise là et être plus dans l'instant présent. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, je suis avec mon fils et je le regarde et je suis là, mais en fait, peu importe les autres problèmes, peu importe où en fait, tu pas d'endroit où tu aurais plus de valeur ajoutée que l'endroit où que tu es maintenant. Et là, en ce moment, en fait, on est ensemble, on est bien, donc
Donc ça m'aide beaucoup à justement être moins dans l'anticipation, de problèmes, que ce soit, au travail, dans tous les pans de ma vie finalement. Ouais, mais je le garde aussi pour moi, je suis un peu comme ça, Franchement, enfin, en tout sur cas, moi ça aide. oui et puis, ou alors ce qui peut être un bon conseil, c'est de faire les scénarios catastrophes et les scénarios, Positif. paradis, positifs de et enfin, j'entendais dans le podcast de Pauline Léniaud, une personne qui expliquait comment elle accompagnait les comités de direction à prendre des bonnes décisions. Et il disait, bah, quand tout le monde est en train de s'enorgueillir de, voilà, donc on va faire ça, en fait, on va se lancer en Chine, c'est ça la grande décision, de faire l'exercice de se dire, si demain ça n'a pas marché le lancement en Chine, voilà, demain c'est la catastrophe, en fait, le chiffre d'affaires il est plombé, tout va très mal, demandez-vous pourquoi. En fait, on va se projeter en 2050, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc de le faire comme ça, par, anticipation, mais aussi demain ça fonctionne, pourquoi selon vous ça a fonctionné? Et donc je trouve que là on rationalise les choses et on est moins dans la peur et dans le truc, émotionnel. Enfin, on rationalise et le bon et le mauvais et ça peut aussi aider à apaiser le mental. Enfin moi maintenant je le pratique et je trouve que ça marche super bien. Au-delà du sport qui permet aussi de calmer, la nervosité, enfin ça c'est évident. Ah bah, moi tu prêches une convaincue. Bah, Sans le sport, je sais pas ce que je ferais, ça ferait longtemps que j'aurais pété un câble, oui. je pense. Je trouve ça hyper important. Mais là, c'est marrant ce que tu évoques. Tu sais que ça se fait, dans beaucoup de comités de direction, de comités stratégiques, hein. Ouais. Souvent, quand, ils travaillent sur la roadmap à plusieurs années, c'est exactement, le type d'outil, qui est mis en place. Mais c'est un outil, qui demande, faut quand même te poser ça à l'écrit et Oui. cetera. C'est pas un truc, instantané. Oui. C'est 2 niveaux, en fait. Ah oui, c'est pas dans la On conversation. répond la même chose, mais Sophie, dis-moi toi pourquoi tu penses que ça fonctionnerait pas? Non, non, il faut le préparer et surtout, aussi et surtout, et ça je le voyais même à l'école quand j'étais en master et qu'on avait des projets de groupe, ne pas tout mettre, ne pas, co-construire directement ensemble. D'abord réfléchir individuellement au sujet, à dire: «Moi, comment est-ce que je ferais ça?» ou alors: «Je pense que le bon scénario est celui-ci» et ensuite mettre en commun. Ça, il y a plein d'études qui prouvent que, on prend des bien meilleures décisions quand il y a eu un travail individuel et ensuite une mise en commun parce que l'instinct grégaire et les biais de tout le monde additionnés, ça fait que, et c'est pour ça qu'il y a aussi des bad buzz dans certaines entreprises, dans certaines maisons, parce qu'on arrive parfois à des campagnes ou à des produits qui sortent où tout le monde se dit, et s'insurge: «Mais comment on a pu lancer un tel truc? Comment on a pu faire telle collection?» oui, il y a plus de prise de recul, hein. Mais il y a plus de prise de recul parce que tout le monde s'est suivi, on est allé de validation en validation et puis comme tout le monde a dit que c'était génial, bon, bah, ouais, bah, peut-être qu'en fait c'est génial. Oui, puis Enfin on est dans un monde, ce qu'on disait, on a tous la tête dans le guidon, donc des fois, prendre ouais, du recul, en fait, c'est compliqué, et je pense que bon, ça nous arrive tous. Moi, des fois, je vois des choses même des détails que j'ai ratés. Tu vois, ça arrive à tout le monde, même de faire des erreurs. Je sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais tu sais, ça te saute aux yeux la fois d'après, tu te dis: «Mais comment j'ai fait pour mais les autres passer au travers, quoi?» mais les autres, ça ne leur a peut-être pas sauté aux yeux. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Il y a plein de fois où on se rend compte que, j'ai fait une sacrée bourde là, ce que j'ai dit ça allait pas du tout, mais c'est De quoi passé, tu parles? bah, ouais, voilà, c'est passé outre inaperçu. D'où l'importance de l'instant présent. Voilà. Exactement. On va passer à une partie un petit peu plus, cas concret. Mmh. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les questions que je reçois le plus souvent, qui ont un lien évidemment avec les RH. L'idée, c'est d'apporter des réponses, simples, concrètes et assez directes, aux questions parfois pressantes que se posent, certains, jeunes par rapport à leur carrière. Donc la première, c'est, par rapport aux candidatures. Est-ce que postuler sur les sites officiels des groupes, sur les sites officiels des maisons, ça fonctionne vraiment Oui, ou pas? oui, Est-ce que vous regardez vraiment les oui, candidatures oui, qui sont postées sur les sites? oui. Oui. Oui, oui, non, ça fonctionne. Tu as des outils qui peuvent, t'aider, en fonction du volume de candidatures. Je te dis pas que tous les CV, sont ouverts parce que du coup maintenant, effectivement, en Mmh. 2025, tu as des outils qui te permettent en fait de voir si tu as un pourcentage de matching important par rapport à ton offre. Donc tu vois, si tu es sur du 10, même si l'outil entre guillemets, est perfectible, a priori, ça sera pas la bonne personne, pour le poste. Mais par contre, bien évidemment que, ce ne sont pas, et encore moins pour des stages, bien évidemment que les candidatures, les postes qui sont ouverts à l'externe, c'est pas pour faire joli. D'accord et le fait de postuler à plusieurs maisons, parce que quand on se met à la place d'un étudiant, il se dit: «Bah, en fait, oui, je préférerais, travailler dans cette maison-là, c'est celle qui vraiment me Mmh. fait rêver», mais en même temps,
bah, je peux pas mettre tous mes œufs dans le même Mmh. panier, il faut que je sois certain d'avoir un stage parce que j'ai pas le choix. Donc je vais postuler aussi dans cette maison-là, voire dans la même maison à 2 postes différents parce que, bah, envie de découvrir. Je sais pas si je veux faire, du marketing ou de l'innovation ou de la recherche, enfin, market intelligence, par exemple. Est-ce que, c'est, perçu comme quelque chose de, comme un manque de cohérence ou bien plutôt, une motivation hyper profonde et beaucoup d'enthousiasme? Ça dépend comment c'est fait. Globalement, pour moi, c'est pas un sujet à partir du moment où, la personne reste cohérente sur les postes. C'est pas une question forcément de maison. C'est vrai qu'au niveau d'un groupe, on va pouvoir avoir la visibilité sur, l'ensemble, des postes auxquels la personne va postuler. OK. Il y a un trois Oui, il les y a pas outils de sont silo, en mutualisés. fait, là-dessus. Les Mmh. outils sont généralement mutualisés. D'accord. Généralement. Donc faut faire, effectivement ça, faut en avoir conscience. Mais par contre, moi, j'ai aucun problème à avoir un candidat qui postule à plusieurs postes dans des maisons différentes d'un même groupe, à partir du moment où il postule à des postes, similaires. Donc la personne sait quand même à peu près ce qu'elle a envie de faire. Faut pas qu'on soit sur des choses diamétralement opposées. Mmh. Ça, c'est un peu plus problématique. Si la personne, je sais pas, elle a postulé, parce que ça existe, à 10 postes, dans le même groupe, mais des choses qui n'ont rien à voir, opportunistes, Ouais. ça, bah non, ça Ça effectivement, s'affiche sur votre logiciel, il y a ça se écrit, voit, 10 candidatures, ça se et voit, donc ça fait descendre la note, en oui. fait, Bah, ça fait même pas descendre la note, hein. c'est juste qu'en fait, Vous le voyez? ils voient le listing, des choses qui n'ont rien à il y a un problème de cohérence et Oui. là, ça interroge plutôt négativement. Après sur le reste, bien sûr, il y a aucun problème. Enfin, encore une fois, heu, on a totalement conscience du marché dans lequel on évolue. C'est compliqué, bien sûr qu'il faut tenter sa chance, mais il faut être cohérent dans ses candidatures. Moi, c'est mon seul grand conseil. Et pour apporter de la cohérence, est-ce que vous prenez encore les lettres de motivation? Parce que dans une lettre de motivation, on peut expliquer, «J'ai envie de tester ce stage-là pour cette raison-là, cet autre stage me semble complémentaire». Ou est-ce que, c'est fini, en fait, il y a tellement de demandes, tellement de candidatures que vous n'avez plus le temps de lire les lettres de motivation, que vous ou peut-être que vous avez une IA qui analyse ça et qui vous fait un débrief? Comment ça fonctionne? Alors, elles seront pas forcément lues en première instance, mais par exemple, si tu vois, tu as plusieurs profils qui retiennent ton attention en tant qu'RH, heu, tu vas ensuite aller regarder, bah, s'il y a une lettre de motivation. Parfois sur le CV, tu comprends pas bien certaines informations et du coup, moi je sais que je vais aller essayer de creuser en regardant, bah, la lettre de motivation, bah, peut-être que là, du coup, je vais comprendre en fait ça c'est quoi le enfin, tu vois? C'est une «investigation» entre guillemets donc si, bien sûr, Mmh. qu'elles sont lues, mais plus si tu as passé les étapes, «précédentes» entre guillemets. Ouais, et donc pour passer les étapes précédentes, il y a ce qu'on appelle le screening. C'est Ouais. horrible, enfin voilà, c'est une sorte de Mmh. profilage, pour passer ce screening avec les logiciels, les ATS, il y a des CV qui passent pas. Enfin, en fait, on dit toujours qu'il faut avoir un CV Word, alors que dans les écoles, on apprend aux étudiants à faire des CV super créatifs, Mmh. avec plein de motifs, des trucs jolis pour montrer leur personnalité. Mais en fait, ces CV-là, ils passent pas. Il faut avoir un CV Word, clean ou pas. Et en même temps, quand on a envie de travailler dans le marketing ou qu'on veut montrer le portfolio de tout ce qu'on sait faire, bah, on est tenté de faire quelque chose de créatif. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là? Bah, je conseille de faire les 2. Tout simplement, de garder un CV Word pour effectivement les outils, parce que c'est ce qui effectivement sera, le mieux absorbé, Mmh. et ce qui permettra de mieux agréger la donnée. Par contre, c'est vrai que même nous RH en bout de course, franchement je préfère 100 fois, lire un CV, qui a été fait avec Canva ou peu m'importe. Mais tu vois, où tu regardes le CV, tu comprends en fait ce que la personne recherche, ce qu'elle a fait. Tu as, des couleurs, des logos, tu vois son niveau. Le Word, c'est moins lisible. Donc honnêtement, je sais que ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup de faire les 2. D'accord. Et une photo ou pas une photo? Mmh, franchement en 2025, tu mets une photo si tu as envie, tu en mets pas si tu as pas envie de mettre de photo. Ouais. C'est pas Mmh, rédhibitoire de pas en mettre, mmh, non, pas du tout, pas OK. du tout. Donc les CV créatifs, OK, mais adossés à un CV, très simple. Ouais, franchement, oui. Après, ça, c'est pour la partie, outils. Oui. Quand tu arrives en entretien, tu peux juste, venir, avec le joli CV. Oui. Non, mais je le Oui. Non, précise, c'est vrai, je le c'est vrai. précise. Bah, justement, qu'est-ce que tu aimes bien, de la part, d'un candidat, quand il vient en entretien? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies, que tu ne vois pas toujours, en termes de posture, d'attention, de Franchement,
On est sur les basiques Qui sont parfois bons à rappeler. Oui, non, Vas-y. non, mais les basiques même de ce que t'attends en fait avec n'importe qui, même un rendez-vous autre qu'un entretien. C'est classique, c'est de la ponctualité, de la politesse, un échange humain. Ce qui est compliqué, honnêtement, pour un RH, mais même c'est les réponses fermées. Parce qu'en fait, ça t'aide pas à accéder à la personne et à savoir ce qu'elle a fait, où elle veut aller. Donc, faut éviter les réponses fermées. Ça, c'est un conseil. Parfois, et c'est très souvent le cas justement dans les gros groupes, parce que justement, il y a de la multi, il y a un peu ce truc de je candidate, etc. Et des fois, je comprends pas trop non plus bien où est-ce que j'ai candidaté vraiment par rapport à la maison. Et en fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois des erreurs de langage, tu vois, par rapport, c'est pas la bonne maison en fait. Ça arrive plus souvent que tu ne te l'imagines. Qu'un candidat ne parle pas de la bonne maison dans son... Bien sûr, oui, ça arrive des erreurs de copier-coller. Enfin, bon, c'est des erreurs bêtes, mais du coup, qui peuvent être évitées. Mais vraiment, donc en conseil tout simple, si je synthétise, donc être à l'heure, la politesse et savoir un peu aussi, s'être renseigné. En fait, on prépare en fait son entretien un minimum, voilà, et essayer, les questions, les réponses fermées, ça aide personne. C'est vrai. Ça aide pas en fait. Là, ce qui est important, c'est que la personne se souvienne de toi et positivement, et du coup d'avoir été un minimum. Il faut avoir eu de l'échange en fait. Pour ça, si c'est que top down descendant, je pose une question, oui, non, j'ai fait ça. C'est alors que des fois en plus, après c'est compliqué parce que souvent on joue aussi à des caractères personnalité, un peu plus de timidité. Donc c'est moins évident pour certains que d'autres, et pareil de se mettre en avant. C'est pas simple, mais faut pas hésiter sans extrapoler, mais essayer de donner un peu de substance en fait. Bah oui, puis donner de la matière, effectivement, c'est un échange humain. Je pense que c'est important de le rappeler. Il faut le voir comme ça. C'est une conversation qu'il faut créer. Et dans une conversation, il faut donner de la matière à l'autre pour qu'il puisse rebondir. Ils sont pas là pour être auditionnés ou audités. Enfin, il y a quand même un rapport d'équilibre où, non pas qu'il faut qu'ils se disent tout le monde m'attend et donc c'est moi qui décide de l'entreprise. L'entreprise aussi choisit de les intégrer, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre je dois me vendre et vous séduire et vous donner envie de m'intégrer dans votre entreprise. Et bah, à l'inverse, l'entreprise aussi. Oui, tu vois, moi, je me disais ça pour moi. Essayer de passer un bon moment. Moi, mon objectif, c'était de passer un bon moment. Je me dis, si moi, j'ai passé un bon moment, normalement, pareil dans la vie, quand tu as un bon feeling, c'est rare que la personne en face, elle se dise totalement l'inverse. Normalement, quand tu as passé un bon moment, c'est relativement réciproque. Et moi, j'y allais un peu dans cet état d'esprit. Essayons de passer un bon moment, tu vois, parce que c'est vraiment censé être un échange. Ouais, une bonne expérience. Oui. Pas juste Et peu importe l'issue derrière, tu peux avoir des super entretiens qui donneront rien, mais par contre qui t'auront appris, qui t'auront impacté positivement. Et moi, je connais plein de personnes, moi je l'ai peut-être moins vécu à titre perso, mais dans mon entourage, je connais plein de personnes qui ont eu des super entretiens, où en fait la RH les a retenus et se sont rappelés plus tard, ah ben je repensais à toi, là maintenant peut-être que c'est la bonne opportunité. Et est-ce que ça peut aller loin, hein. Ouais. Oui, parce que quand tu crées un lien, t'as pas, mais c'est une question de posture. Mais ça va aussi avec la maturité, les années d'expérience. C'est une posture, quand tu arrives en tant que candidat stagiaire et quand tu arrives en tant que candidat stagiaire et je suis fière d'être là et ça me fait plaisir, bon, bah déjà, l'énergie, elle se sent tout de suite. Et donc, nécessairement, la personne en face de toi ne t'ouvrira pas les mêmes portes. Enfin, t'en ouvriras en plus si elle sent que tu as ce truc-là en plus aussi. Oui, c'est ça. Et même nous, en tant que RH, même si bien évidemment, on reste peut-être moins longtemps sur le sujet que quand tu dis à quelqu'un qu'il n'est pas pris pour un entretien, bon, après la vie continue, on passe à autre chose. Mais des fois, on est embêté aussi. Parce qu'en fait, des fois, c'est vrai que tu as plusieurs super candidats. Tu dois faire un choix, tu n'as qu'un poste. Et si vraiment l'échange a été marquant et que tu as un bon relationnel et que derrière, tu suis tes sujets, tu peux ensuite convertir un peu plus tard. Et en fait, c'est pas parce que ça le fait pas le jour J que ça le fera pas dans quelques mois ou l'année d'après. Tu crées, en fait, dans tous les... En fait, c'est le réseau aussi, hein. Un entretien, c'est une opportunité de créer quelqu'un, une rencontre et d'ajouter une personne dans ton réseau qui, peut-être, vous apporterez mutuellement plus tard. Et que ce soit RH ou manager, d'ailleurs. Et pas hésiter d'ailleurs à ajouter sur LinkedIn après avoir fait la rencontre. Oui, c'est OK d'ajouter les RH sur LinkedIn. C'est totalement OK. Ça dépend de chaque personne, évidemment, mais... Non, mais c'est LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Oui. Est-ce que ça peut desservir de candidater sur LinkedIn parce que c'est un peu too much? En fait, il y a des process officiels, donc
faites le process officiel, ou bien est-ce que c'est valorisé d'avoir l'audace de dire, bah voilà, je suis vraiment motivée, donc je vous fais parvenir ma candidature, comme ça je suis sûre que vous l'avez. C'est pas étouffant. Par contre, c'est vrai que RH, c'est peut-être pas le plus impactant. Parce qu'effectivement, on est beaucoup plus noyé que la moyenne. Par contre, sur le manager, moi, je trouve ça bien. C'est malin. C'est malin et c'est là que ça peut avoir de l'impact. Parce qu'en fait, c'est la personne, a priori, si ça match, avec qui tu travailleras. Ouais. Donc, le manager RH, ça ne te desservira jamais. Ok. Que ça ait de l'impact, si la structure est grosse, enfin, ça va dépendre de la taille de la structure. Une grosse structure, non, t'as peu de chances d'avoir un impact. Mais manager, moi, je le ferais. Ok. Merci pour le conseil. C'est bien noté. Alors, comme on parlait tout à l'heure de la génération Z, on a eu la question de Christophe sur les opportunités de carrière, de mobilité. Aujourd'hui, quelles sont les qualités, euh, soft skills et hard skills, voilà, les compétences et les qualités humaines pour intégrer des stages dans la beauté? Qu'est-ce qui est hyper important? Quelles sont les compétences un peu tendance du moment ou en tout cas qui sont essentielles en 2025? Alors, sur la partie, soft skills, je ferai une réponse un peu plus globale qui n'est pas forcément sectorisée. Oui. Moi, je pense que ce qui est important, aujourd'hui, c'est, d'avoir une curiosité et une agilité. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un de sentir une forme de flexibilité et d'ouverture d'esprit, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans un monde qui avance très vite, Ouais. et en fait, souvent, c'est ça actuellement qui va pouvoir c'est souvent ça finalement qui pose un problème en termes de posture et qui va freiner en fait, un collaborateur dans son évolution. C'est cette difficulté à accompagner un changement et à être justement dans une forme de dynamisme. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui est énormément, valorisé aujourd'hui, sur la partie, soft skills. Après bien évidemment toujours aussi ce sens de la collaboration. Ouais. C'est hyper important et ça rejoint la question dont on parlait précédemment sur, entre guillemets, «les entretiens» et cetera. Le «je», c'est pas super, en entretien. Faut pas hésiter à mettre en avant sa capacité à co-construire. Ça me semble capital. Heu et du coup, je te passe les standards de être à l'écoute, et cetera. Mais c'est Mm. pour tu vois, pour moi, ça, on va dire qu'on est vraiment dans l'air du temps. Ok. Là, actuellement, c'est vraiment ce que je viens de te dire, à mon sens. Et donc sur ces soft skills, par exemple, pour montrer la co-construction, l'esprit d'équipe, toi, comment tu arrives à le lire ça dans un CV? C'est parce que sous une expérience, il y a écrit non, ça c'est vraiment dans Après, l'échange. oui, non, ça, j'ai pas la prétention de. Non, mais par exemple, dans un CV, on peut écrire avec l'équipe, on a atteint tel objectif. Est-ce que ça sert de le faire ou pas? Euh, c'est pas que ça sert. Je sais pas si ça. Je peux pas te dire que ça va être lu comme ça. Ce Mm. qui va être recherché dans un CV, c'est vraiment euh, en fait, le but d'un CV, c'est d'aller en entretien pour ensuite montrer qui on est et qui on est, ce qu'on va savoir faire. Donc, ce qui est important sur le CV, c'est plutôt effectivement d'aller sur de la hard skill, donc l'autre partie de ta question. Mm. Les soft skills, sincèrement, même si, admettons, il y avait la phrase que tu... faut rencontrer la personne pour vraiment se rendre compte des choses. Donc vraiment, pour moi, le CV, hard skills, Ok. entretien, là, tu montres qui tu On met même es. pas les 4 mots, parce que j'en ai reçu plein des CV comme ça où il y a écrit esprit d'équipe, Si, curiosité. si, Mais attention, c'est piégeux parce que derrière, je ces dis soft pas de pas... skills-là, on va les tester. Oui, puis je dis pas de pas les mettre, mais en tout cas, C'est pas c'est pas l'objectif cette premier. partie-là qui va te faire aller en entretien ou c'est pas Ok. vrai. Ok. Enfin, franchement, c'est pas vrai. Et sur les hard skills, Ouais. en fait, on est tellement sur des métiers d'expertise, ça va dépendre, ça va dépendre de l'expertise. Mais nous, tu vois, par exemple, les métiers, il y a tout ce qui est cybersécurité, data science, l'IA. Ouais. Nous, sur la tech, on est vraiment sur ces compétences-là qui sont très niches et très là, celle que je viens de te citer, on va dire que c'est très niche et très recherché et il y a très peu de postes. Par exemple, sur la cybersécurité ou sur l'IA, il y a des formations en ligne. Est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé de montrer que j'ai fait telle certification ou alors on est tellement baigné
on croule tellement sous les certifications pas certifiantes, enfin qu'on trouve sur Internet un peu partout, que ça sert à rien? Ou est-ce qu'il y a un listing où on peut retrouver des certifications qui sont vues comme étant solides? Parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont dans une course aussi au certificat pour le dire sur LinkedIn, dans l'espoir que ça va leur donner un petit peu plus de matière pour leur CV. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une mode, Ouais. sincèrement. Je pense que c'est une mode et je pense que l'étudiant qui se projette vraiment sur ces métiers-là, c'est quelque part mieux que moi. Quelle est la bonne formation en 2025 sur ces métiers-là? Mmh. Parce que tu vois, il y a un vrai truc aussi sur ces métiers de la tech, c'est qu'en fait, ça évolue tellement vite que quelque part, ceux qui sont plus à la pointe, bah, c'est les jeunes. Ouais. Enfin, attention à relativiser, hein. Mmh. Bien évidemment que quelqu'un qui est très... Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a une expertise qui est haute, mais par contre, il y a une vraie valeur ajoutée sur vraiment la compétence du moment qui est apprise à ce moment-là Mmh. au sein d'un cursus scolaire. Tu vois, ce qui était moins vrai en fait avant, la durée d'une compétence était, heu, elle durait beaucoup plus dans le temps. Oui, Alors que là, en fait, quelque part, on peut pas se reposer sur ses acquis. non. Il faut se remettre en question et c'est aussi toute la difficulté. En fait, c'est toute la difficulté et toute l'opportunité de travailler, d'être un jeune talent en 2025. C'est qu'à la fois, tout est à faire, enfin rien n'est acquis, tout est à faire. Il faut se remettre en question constamment. Donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes agiles, tu en parlais. Une mauvaise pour les fixed mindset. Je sais pas si tu connais les fixed et growth mindset. Je trouve ça hyper intéressant comme façon de voir les choses et je pense qu'on n'est plus dans le monde des fixed mindset, ceux qui Non, se reposent sur leurs beaucoup acquis plus, tu vois? et qui pensent que ceux dans quoi ils sont bons, ils seront bons toute leur vie et ceux dans quoi ils sont mauvais, bah, ce sera un échec toute leur vie, vont avoir beaucoup de mal à Mais progresser. ouais, puis quand tu vois, enfin là, j'ai plus les stats en tête, mais je crois que là, nous, je sais pas si c'est nos générations ou celles d'en dessous, mais on va changer, je sais quoi, 5, 6 fois de carrière. Enfin, tu vois, c'est énorme. Ouais. Donc en fait, non, effectivement, ça va être plus compliqué pour ces personnes-là. Mm. Mais je sais plus ce qu'on disait. Non, mais c'est bon. T'en fais pas. On parle de plein de choses. C'est une constellation, cette conversation. J'adore. Et peut-être un dernier sujet un peu sensible, c'est celui de la négociation de salaire. Oui. Comment on fait pour bien négocier son salaire? Alors, je vais te parler et j'invite du coup les personnes qui nous écoutent à aller regarder. Moi, j'adore cette femme. Je l'ai découverte il y a quelques années. Elle s'appelle Insaf El Hassimi. Je ne sais pas si ça te Non, je ne parle. la connais pas. Elle a elle est multicasquette et elle a notamment créé un podcast aussi et un concept qui est Ma Juste Valeur. Donc elle aide plutôt les femmes à négocier, à renégocier leur rêve. C'est ça son credo. Mais par contre, elle a mis au point du coup une technique et un process en fait de comment je négocie mon salaire. Mmh. Et déjà, en fait, il y a 3 piliers. Déjà, quel est qu'est-ce que je souhaite, enfin connaître mon marché. Qu'est-ce que je souhaite, à quoi je peux prétendre, tu vois, regarder sur Google, networker. Maintenant, on a quand même en 2025 accès à plein d'enquêtes salariales. Moi, je suis toujours surprise et c'est Sur vrai qu'on a Glassdoor aussi. mais tu as Ouais, accès, plein de- tu peux facilement savoir à peu près la fourchette. Oui. Donc ça, c'est important parce que je conçois que quand en fait tu es jeune diplômé, tu sais pas en fait. Moi, encore une fois, je le vois avec ma sœur, tu sais pas du tout en fait quels sont les. C'est quoi en fait une entrée de REM sur mon métier, je ne sais pas. Et t'as pas forcément l'habitude de parler en brut annuel. Ça, pareil, conseil, Oui. on parle en entreprise, peu importe l'entreprise, en brut annuel. Donc Mais le brut oui. annuel, tu regardes ce que tu aimerais avoir en net, donc vraiment sur ton compte bancaire par mois. Tu le passes en brut. Alors là, maintenant, ChatGPT saura très bien le faire, par Et exemple. puis il y a plein Et de fois 12. sites, Non, mais c'est bête, mais qu'en fait, quand tu es jeune diplômé, tu sais pas forcément. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, déjà, benchmarker ce qui se fait. Ensuite, te dire, mais qu'est-ce que je veux, moi, en fait, aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a le salaire, mais en fait, tu veux découvrir un nouveau métier, tu veux monter en compétences. Soit ta priorité, c'est quelque part plutôt d'intégrer, parce que c'est ton rêve, cette maison, cette industrie, et la REM, quelque part, c'est important, mais c'est peut-être second, etc. Je veux des opportunités de développement. Je suis prête à intégrer à tel ou tel salaire, mais par contre, j'aimerais bien négocier peut-être un départ
à l'étranger, télétravail. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, faut donc se renseigner, savoir en fait c'est quoi en fait finalement ce que tu veux, et ensuite émettre tes demandes. Et en fait, quand tu émets tes demandes, tu as le ratio rétribution-contribution. Donc, quelle est ma valeur pour l'entreprise? En fait, à quoi je peux prétendre justement par rapport à le poste que je vais occuper dans cette industrie, par rapport à toutes les informations que j'ai agrégées avant, et par rapport à moi, la valeur que je vais apporter. Donc en fait, ça c'est la manière, on va dire, très pseudo-scolaire de faire ça, mais quelque part, ça te donne vraiment des clés, ça te permet, toi, quelque part, d'y aller sereinement, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu... T'as du concret à sais pas revendre trop. si on me pose la question. Après, quand tu évolues dans ta carrière, c'est un peu plus facile, parce qu'en fait, tu t'es plus ou moins facilement benchmarké, tu as ton poste d'avant, tu as eu des conversations, tu sais comment ça se passe. Mais, et encore, et c'est vrai que nous, pour ça, on a de la chance RH, parce qu'en fait, on est très sensibilisés. Moi, j'ai une bonne vue, du coup, sur les salaires, vu que c'est des choses... Ok, donc, en fait, c'est vrai que sur ça, on est aidé, mais ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres professions. Donc, c'est vrai qu'en fait, tout le monde avance un peu à l'aveugle, quelque part. Mais maintenant, on a la chance d'être outillé et d'avoir des enquêtes. Donc, ne pas hésiter. Et encore une fois, le réseau, c'est hyper important. Et le réseau se crée, en fait, dès l'école. Et ce que tu dis, les grandes écoles, par contre, alors bien évidemment que la valeur d'un diplôme peut être fluctuant, mais le réseau, en fait, quelque part, c'est ça aussi que va t'apporter une grande école. Il faut pas hésiter à solliciter ce réseau, et même de manière très spontanée, sans avoir fait des rencontres physiques. Moi, mon premier stage en RH dans un grand groupe, alors certes, encore une fois, on n'est pas à la même époque, mais je l'ai trouvé en envoyant un email en disant bonjour, je suis telle personne, je fais ça, je recherche tel stage. Et la personne, parce que moi à l'époque, je recherchais un stage de marketing. Ah oui? Oui, pour la petite histoire. Et la personne m'a répondu: alors, bonjour Sophie, je ne cherche absolument pas de stagiaire en marketing. Moi, je suis en RH. Mais par contre, je connais ta formation. J'ai confiance. J'aime bien l'idée, enfin, comment tu m'as approché. Si tu veux, on se rencontre. Et je suis montée sur Paris faire l'entretien en me disant, bon, je veux pas être RH, mais ça se refuse pas une rencontre comme ça. Bah, je suis sortie de l'entretien, je voulais être RH. Comme quoi, tu as bien fait Tu d'aller vois, vers quelque chose non, d'autre mais des fois, et d'oser. c'est bête, mais faut pas se dire que c'est des bouteilles à la mer. Tu peux franchement, des fois, transformer l'essai, ça peut changer ta vie. Ah, mais moi, tous mes jobs, je les ai eus comme ça. Bah voilà. Je vais être très honnête, j'ai eu tous mes stages et mes jobs comme ça. Enfin, Après, faut pas avoir peur de se prendre des portes non plus. Bien évidemment que mais certains mails seront laissés sans réponse. Mais souvent, quand même, quand tu écris à quelqu'un et que c'est ciblé, enfin, on parle de la personnalisation dans le secteur du luxe, mais n'oublions pas la personnalisation dans les candidatures aussi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui m'écrit bonjour, ton parcours a l'air super intéressant, est-ce qu'on peut s'appeler? Versus quelqu'un qui me dit, t'as fait cette école-là, t'es allé dans cette agence, là j'ai une opportunité, j'aimerais savoir si ta. Ouais, j'ai plus envie de répondre à la deuxième personne. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais écrit aux gens, parce qu'à force de faire des recherches, j'avais trouvé telle agence, tel cabinet de conseil. Donc, je me suis dit, oh, ça a l'air chouette, super intéressant. Je tape, je regarde la directrice de clientèle, la directrice conseil, je leur écris. Puis, en fait, souvent, c'est des gens... Bon, alors là, c'était pas dans des maisons, c'était en agence. Donc, il y a un truc un peu plus one-to-one qui est possible parce qu'ils croulent pas sous les demandes non plus. Mais m'avait dit, bah oui, rencontrons-nous. Moi, je m'étais pas dit forcément, bah, je vais l'avoir ce stage ou pas. Et puis, en fait, et ça s'est fait dans la conversation parce que tu laisses la rencontre aller. Et ça aussi, c'est un avantage. Alors, il y a les groupes, mais si on parle des opportunités dans le secteur du luxe en agence ou en cabinet de conseil, c'est que c'est un peu plus flexible en termes d'opportunités et que, bon, moyennant une négociation, le budget interne de l'entreprise, mais c'est plus facile de déclencher des opportunités. Quand on va parler à des personnes qui sont en agence, elles ont un peu plus la main. Oui. Donc, ça, c'est aussi une voie envisagée. Enfin, dis-moi, est-ce que tu en penses? C'est OK d'être allé en agence ou en cabinet de conseil et ensuite de passer... Mais moi, je pense que tout est OK à partir du moment où c'est bien fait, avec un minimum de cadre, d'intelligence. Tu vois, effectivement, faire des copier-coller, qu'est-ce que je disais, où tu rates, ça, non, ça marchera pas bien. Vaut mieux cibler, faire du quali que du quanti, par exemple. Mais par contre, le faire, faut le faire. Tout le monde n'ose pas le faire. Donc, en fait, on s'imagine qu'en fait, on va faire la même chose que tout le monde. Bah, c'est pas vrai, enfin. Tu vas faire mieux que que le trois quarts que des autres personnes, parce qu'il y en a plein qui prennent même pas la peine, quoi. C'est vrai. Et tu dis aussi, sur LinkedIn, il y a tellement d'informations.
On voit, oui, le parcours de la personne, pour laquelle on rêve de travailler, mais on voit aussi ce dans quoi elle a travaillé avant, avec qui, on voit les relations en commun, on voit son école, parfois même on voit les associations dans lesquelles, la personne, était quand elle était en école et tout ça, c'est des petits moyens de connecter émotionnellement, humainement, donc il faut s'en servir. Enfin, je veux dire, si, tu es championne d'athlétisme et que tu vois que la personne, elle faisait aussi partie du club d'athlé, bon, bah, c'est un moyen de connecter et il faut pas négliger, enfin et je trouve c'est pas une injustice, c'est juste que c'est la réalité. Faut pas négliger le côté émotionnel au-delà de l'aspect, très objectif Ouais. d'une candidature. Enfin, dis-moi ce que Non, non, mais je suis tu en d'accord. penses, hein, C'est mais très marrant ce que tu dis, mais enfin, encore une fois, parce que ça me fait penser à des conversations que j'ai déjà eues. Tu sais que, en plus, les femmes, on est moins bonnes pour ça parce que les hommes vont beaucoup plus naturellement le faire sur le volet sportif. ah oui, Très naturellement, mmh, je sais pas, demande à ton entourage. ouais, Un homme en entretien, ça va très vite partir sur du sport. à la marge de l'entretien, c'est pas le Mmh. sujet, mais naturellement, ils vont aller: «Eh, du coup, et en fait, naturellement, en fait, ils ont des atomes crochus et ils network de cette manière-là. Et ils connectent comme ça, ils se projettent aussi dans une collaboration au travers du prisme du sport. Donc c'est pas vrai tout le temps partout, mais Mmh. proportionnellement, ils le font beaucoup plus naturellement que les femmes. Bah et puis ça montre aussi, ta, personnalité, ton Exactement. attitude. Quand tu dis: «J'ai un esprit de collaboration», bon, bah, si tu travailles enfin si, à côté de ton travail, tu es dans une équipe de rugby, bah, on comprend que oui, il y a l'esprit de solidarité, enfin ça s'incarne réellement dans ton parcours, c'est pas juste du bullshit dans un Non, CV. non, non. Et nous d'ailleurs, on s'est rencontrés, par rapport à ce studio de sport. Oui, Enfin voilà. Non mais c'est donc, c'est marrant, ouais. c'est marrant aussi, c'est parce qu'on a discuté du Lagri et qu'après j'ai Oui, c'est de connu ton l'opportu oui, c'est de ton métier. Enfin non, mais exactement. donc, voilà, je pense que c'est bien de donner notre exemple parce que ça montre aussi Mmh. que c'est vrai et qu'on n'est pas juste en train de Oui, puis dire quelque des part, c'est en, se rendant tu vois, en moi, osant me rendre visible, parce qu'en fait, il y a le studio, il y a moi. oui. Si j'avais pas fait le pas, parce que c'est des questions que je me suis posées, de moi me rendre visible sur le studio, bah, du coup, tu pas identifié. Nous, le jour où on se croise, bon ça, par contre, ça, c'est plus du hasard, mais Oui. tu vois, tu as un peu un effet boule de neige créé à la base de bah, encore une fois, Bah, c'est ton c'est un choix. peu le oser. Ouais. C'est un peu le choix, oser, on est un peu sur des mots-clés, mais heu, on c'est un peu ça qui crée, en fait, les opportunités. Ouais. Tu vois? Enfin, moi, j'ai souvent eu des conversations, «Ah, mais toi, tu enfin, je sais pas si tu as déjà entendu: «Mais toi, tu as de la chance». Tu sais, quand tu as un truc Mmh. qui marche dans ta vie, tu as de la chance. Moi, c'est un truc Mmh. qui m'énerve, mais pour moi, mais pour tout le monde, pour, vraiment en fait, il y a peut-être une forme de chance dans la vie. Il y a des fois, tu vois, tu as du feeling, c'est la bonne opportunité au bon moment, mais encore faut-il, la saisir. Moi, il m'est jamais rien arrivé, de sympa dans la vie en restant sur mon canapé. Clairement et Tu vois? cette opportunité, si elle a été présente au bon moment, C'est c'est un parce que tu as semé des Oui, tu graines. as créé des trucs à un moment et voilà et du coup, pour faire le lien avec les entretiens, bah, c'est la même chose. Mmh. À un moment donné, si tu as bien analysé ton secteur, si tu t'es bien positionné, si toi, tu sais à peu près où tu veux aller, qui tu es, ce que tu peux mettre en avant, tu t'entraînes, tu vois, tu fais tu travailles sur plein de petits axes différents. Bah, c'est une stratégie que tu C'est élabores exactement. mmh. Subtilement, au fil du temps, bah, au bout d'un moment, oui, ça alors je dis pas qu'il va pas falloir être un peu patient parce qu'encore une fois, Oui. c'est compétitif. Mmh. Mais il y a pas que toi et toi-même. Mais par contre, c'est vertueux et ça ne peut qu'à un moment donné, fonctionner. Et je pense qu'il faut aussi, ce qui est beaucoup le cas, chez les jeunes, pas trop passer de temps à se poser des questions existentielles. «Est-ce que je devrais? Est-ce que ça se fait?» et cetera. Tu vois, des fois, il faut essayer d'en fait se libérer de toutes nos croyances un peu Oui. limitantes et de dire: «Mais en fait, il y a quoi de mal à ajouter? Pourquoi ajouter quelqu'un sur LinkedIn serait mal vu?» Écoute, pour conclure cette super conversation, je voulais que tu nous partages, quelque chose, qui t'a inspiré, récemment. Si tu as eu une lecture d'un article, d'un livre, un podcast que tu as entendu, une conversation, quelque chose qui t'a marqué pour nous laisser sur, une un élan d'inspiration comme ça. Hem, alors ça sera pas moi, enfin, je pense que ça se sent un peu au gré de la conversation qu'on a eue. Je suis très développement personnel, voilà. Ça va très bien avec la fonction RH de toute façon. Donc ça sera pas forcément une lecture sur le secteur du luxe, mais par contre, en ce moment, j'écoute pas mal de podcasts, j'en ai 2 qui m'avaient beaucoup inspirée. Un qui est pas forcément récent, mais que j'avais trouvé très bien et enfin qui est pas récent parce qu'il est pas sorti cette année, mais néanmoins, si tu l'écoutes aujourd'hui, il est toujours d'actualité. C'était Femmes puissantes de Léa Salamé. Je sais pas si j'avais beaucoup aimé, certains épisodes plus que d'autres, mais j'avais bien aimé. Actuellement, j'écoute, Les Locomotives.
De Sandra Verger. Ouais, exactement. Et je trouve ça pas mal. C'est encore une fois, pareil, c'est les femmes qui osent, entrepreneurs. Donc moi, forcément que ça me parle. Mais ça donne beaucoup de clés parce qu'en fait, elle reçoit des personnes en interview. Mais elle fait aussi des podcasts où elle est toute seule et justement plus sur du développement perso. Comment attaquer mon année, comment appréhender tel ou tel sujet. Et j'aime bien le format. Je trouve qu'en fait, ça s'écoute bien. Et moi, j'en suis souvent sortie en me disant, attends, ça me fait réfléchir, tu vois. Et voilà, c'est les 2 podcasts, on va dire, en ce moment qui m'ont le plus inspirée. Ce qui t'inspire et qui Ouais, franchement, les locomotives, en ce moment, j'ai pas mal accroché. Ah ouais, moi aussi, j'accroche pas mal. J'aime bien. Là, je Puis elle donne des réfléchis. challenges aussi Oui. pour te motiver dans l'entrepreneuriat, c'est chouette. Ouais, le format, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, merci Sophie. Merci. C'est la fin de cette conversation. Merci parce que je trouve que, voilà, comme je le disais en intro, tu as une vision super libre de ta vie, de ta carrière et waouh, quoi, ça donne une bonne énergie. T'es pleine de fraîcheur en fait et ta carrière le retranscrit bien. Donc merci infiniment et je suis certaine que tous tes conseils vont vraiment éclairer les jeunes qui peuvent nous écouter. Notre conversation, je l'espère, a vraiment participé à démystifier ton rôle, ta fonction et puis le secteur du luxe. Donc merci infiniment pour ça. Écoute, merci à toi Solange pour ton invitation. C'était un plaisir de pouvoir discuter de ma fonction, qui est effectivement un peu, comme tu le disais en intro, mystérieuse. Et j'espère de tout cœur avoir permis que ces échanges, en tout cas, permettront à certains étudiants qui nous écoutent de pouvoir un peu lâcher prise et oser davantage, contacter, networker et en tout cas mettre les bonnes choses en place pour décrocher demain le CDI de leur rêve ou pas. Et pourquoi un CDI ou autre. Ou la mission de leur rêve. Exactement. S'épanouir. Donc, oser, c'est le message. Oser et on se retrouve très vite dans le prisme du luxe. Merci pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, pense à le partager ou à lui donner 5 étoiles. Et si tu souhaites exprimer ton ressenti, tes réflexions ou tes envies pour les prochains épisodes, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans le prisme du luxe.